Passion MLB, le podcast, épisode numéro 67 en ce 25 juin 2025. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. À mes côtés, comme à chaque semaine, Sébastien Berroir qui est présent. Sébastien, comment vas-tu? Ça va mieux que les équipes de New York. Ça veut pas dire grand-chose. Non, c'est ça. C'est sûr que les standards sont bas, mais non, ça va bien. La chose que tu me dis, c'est que tu n'es pas dans une profonde dépression présentement. Et voilà. Je peux rien conclure de plus. Non, mais ça va. Et on a Pascal Harvey qui est là avec nous cette semaine. Pascal, vas-tu mieux que les équipes de New York, mieux que Sébastien? Comment tu te classes sur une échelle de New York à Sébastien? Je me classe à peu près dans le centre de tout ça, mais je vais somme toute assez bien. Puis, pour les gens qui trouvent que la passion MLB, on est trop dur, trop difficile envers les Jays, ben ce soir, je me fais porte-parole des Jays. Donc, je vais amenuiser un peu la colère qui compte contre nous, malgré que depuis quelques jours, voire une semaine ou deux, ça va quand même bien. Ça fait qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, les Jays font bonne figure. Ben écoute, tant qu'à parler des Jays, allons-y avec le blog sur les Blue Jays, puis on en parlera de ces succès des dernières semaines. Okay. Blue Jays. Vers la fin du mois de juin, les Blue Jays de Toronto qui sont donc dans une position pour faire les séries éliminatoires. Surtout, Pascal, écoute, t'en parlais, ça va mieux. Puis un aspect qui doit aider aussi, c'est que depuis le début de l'année où à peu près les Jays roulent à 3 partants, puis tu sais, des journées où est-ce que tu as un congé, tu te dis pas « Ah, ben tant mieux parce qu'un vétéran comme Chris Bassitt va avoir 6 jours au lieu de 5. » Non, tu te dis « Ah, ben le congé va permettre justement de couper dans la rotation puis de ramener les Berrios, puis les Gausman, puis les Bassitt comme ça. » Ça a été rough sur eux, puis c'est le cas depuis plusieurs années dans les faits. Là, au moment où on se parle, Max Scherzer effectue son premier départ depuis le début de la saison carrément. Là, il a lancé le match numéro 3, le numéro 4, et on ne l'a pas revu depuis ce temps-là. Il y a Eric Lauer qui va très, très bien. Et là, si tu vois que les Blue Jays ont un petit peu plus de latitude, que ce soit dans la rotation, que ce soit dans l'enclos, parce que on a dit au revoir à Spencer Turnbull il y a quelques heures à peine. Il y a Eric Swanson qui est parti. Peut-être que Chad Green sera le prochain éventuellement si on a besoin de faire une place à quelqu'un d'autre. Donc, on commence à retrouver un petit peu cette profondeur-là de laquelle, Pascal, on se disait en début de saison, c'est quand même mieux que les autres années. Elle s'est effritée rapidement, mais là, les blessés semblent un peu être de retour quand même. Mais c'est quand même fragile. Hein? Tu as nommé les trois partants là, qui roulent depuis le début de la saison, qui roulent depuis quelques saisons. Et ces trois gars-là mangent des manches. Absolument. Puis, à un moment donné, la chaîne risque de débarquer. C'est pour ça qu'il va falloir trouver des solutions de rechange. On a tenté quelques expériences, mais il y a quelques expériences qui ont moins bien fonctionné que d'autres, disons. Scherzer, c'est pas un genou non plus. Quand il va revenir, s'il revient en somme toute bonne santé, ben, on ne peut pas s'attendre à ce que lui, on fasse des départs de 6, 7, 8 manches là, d'ici la fin de la saison. Fait qu'on va essayer de bien l'utiliser, comme on va essayer de bien utiliser les trois partants qu'on a actuellement et continuer de tenter des expériences. Mais si tu veux faire les séries, si tu veux faire un bon bout de chemin en série, ben, il faut que tu cesses des expériences, puis il faut que tu aies des valeurs sûres. Puis c'est peut-être là qu'on va se mettre à magasiner quelqu'un. Là. C'est probablement la plus grande priorité, Sébastien, parce que, écoute, c'est pas Alek Manoah qui va venir sauver la saison des Blue Jays. S'il vient lancer, d'arriver au mois d'août, tu reviens d'un Tommy John, ça va être le festival du 3 manches et du 3 manches et 2 tiers à ses débuts, si ça va bien. Écoute, il y a Jeff Passan qui faisait un texte avec justement les cibles potentielles pour les équipes. Je regardais cette liste-là, puis j'ai fait CTRL F Toronto, CTRL F Blue Jays, peu importe. Il n'y avait aucun joueur de position. Il n'y avait aucun releveur. Et tous les lanceurs partants, sauf un de mémoire, qui est un rival de division, étaient tous liés aux Blue Jays. Pas liés dans le sens il y a des rumeurs puis ça jase, mais dans le sens pourrait être une cible potentielle. Donc, écoute, le message pourrait difficilement être plus clair en ce moment. Non, puis y a-t-il vraiment une autre avenue possible? On n'a pas le choix. On n'a juste pas le choix. Vous l'avez mentionné, les gars, on ne peut pas mettre cette pression-là sur le trio de lanceurs de tête dans cette rotation partante-là, comme on l'a fait depuis le début de l'année, comme on l'a fait par les années passées.
c'est sûr et certain que ça ne peut pas durer éternellement comme ça. Donc, il va falloir ajouter du renfort dans cette rotation partante-là. Cela dit, il y a d'autres façons aussi de donner un petit break à nos 3 partants. C'est que l'attaque fonctionne puis que l'enclos de relève fasse le travail. Donc, oui, il va falloir aller chercher des bras dans la rotation, mais il va falloir ajouter un bâton dans cet alignement offensif-là. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. C'est peut-être pas la première priorité, mais il va falloir adresser cette lacune-là, ce manque de profondeur qu'on a aussi au niveau offensif. Puis ça va prendre des bras dans l'enclos parce que, tu sais, à ce niveau-là aussi, c'est pas parfait. Ça va assez bien par les temps qui courent, mais c'est pas parfait. On le sait, on a des séquences où ça va moins bien. On l'a vu en début de saison. Pour le moment, ça tient. Peut-être une petite erreur de parcours durant le week-end alors qu'on a perdu 2 matchs contre les White Sox. Ça ne peut pas arriver. Mais si on exclut cette série-là, les dernières semaines, ça a été beaucoup plus concluant pour les Jays. Puis tu sais, Pascal, si on se décide éventuellement à faire jouer Addison Barger à tous les jours, peu importe de quel côté le lanceur lance, c'est un joueur, je pense que c'est hier qui ne jouait pas, entre autres. C'est un jeune homme qui prend ses aises, on le voit, il est installé dans le deuxième rôle de l'alignement offensif. C'est un jeune qui débloque son potentiel, mais donne-lui les outils pour le faire. Déjà qu'il joue dans le champ droit et que je pense que tu le maximiseras au 3e but, ça c'est un autre débat, mais donne-lui les ressources de le faire à tous les jours. Puis je comprends que certains joueurs ne peuvent pas affronter les gauchers, ne peuvent pas affronter les droitiers. Barger, il a un potentiel énorme. Si tu ne lui fais jamais affronter un type de lanceur, comment tu veux qu'il s'améliore? Puis c'est le temps de tenter des expériences là, par rapport à ça. On est quand même bien positionné au classement. Il n'y a personne qui semble vouloir se sauver avec cette division-là. C'est le temps d'utiliser Barger à son juste talent. Puis c'est en attendant que Varsho revienne, en attendant que Santander revienne. Est-ce que c'est, Sébastien, c'est les solutions offensives qu'il faut aux Blue Jays où on va devoir aller voir ailleurs? Varsho, il est très fragile. On l'a vu depuis quelques saisons. Santander, on ne s'attendait pas nécessairement à ça. Puis on a même voulu, à un certain moment donné, en faire un frappeur de contact plutôt qu'un frappeur de puissance. Ça, c'était drôle. C'était très risible, c'était très ridicule selon moi. Tu ne changes pas un frappeur de cet âge-là, de cette qualité-là pour lui dire, regarde, tu changes totalement ton style. Mais pour en revenir à Barger, oui, c'est le temps de tenter des expériences. On le fait au monticule, pourquoi qu'on ne le ferait pas sur un joueur de position, aussi talentueux soit-il, parce qu'il est très talentueux. Mais c'est ça, pour moi, c'est même pas une expérience. Ce gars-là doit jouer à tous les jours. On le sait ce qu'il est capable de donner. Oui, c'est sûr que c'est peut-être moins facile contre un type de lanceur par rapport à l'autre, mais comme vous l'avez dit, s'ils les affrontent pas, ces lanceurs-là, ils ne s'amélioreront pas. Si Addison Barger est capable d'être ton 2e frappeur, je pense qu'il faut qu'il soit à tous les jours, sauf quelques journées de congé par-ci, par-là. Il faut qu'il y ait du temps de jeu de façon régulière pour pouvoir s'améliorer. C'est pas comme si on avait plusieurs options là, pour frapper au 2e rang du rôle offensif. On n'en a pas. C'est lui notre solution. Donc, il doit jouer autant contre les gauchers que les droitiers. Puis pour ce qui est de sa position, je pense que pour le moment, on essaie aussi de trouver une façon de faire jouer Ernie Clement qui frappe quand même bien. Faut lui donner. Donc, on essaie de jouer un petit peu avec l'alignement. Mais quand tout le monde va être en santé, si jamais ça arrive, il va falloir faire des choix. Puis ce choix-là, c'est Addison Barger. C'est lui qui doit rester. Là. Mm-hmm. Assurément. D'ailleurs, à ce sujet, messieurs, David nous mentionne qu'on est rendu à 5 manches lancées ce soir pour le bon vieux Max Scherzer dans son retour au jeu. David, on n'est pas devant le match. Est-ce qu'il s'enligne pour lancer la 6e ou il a reçu la poignée de main de tout le monde? Comment ça se passe en ce moment dans le vestiaire? Tu me diras ce que tu vois là, à la télévision. Je pense que tantôt, il y avait 3 points. Je n'ai pas eu l'occasion de voir s'ils étaient tous mérités. Tantôt, c'était 3 points mérités, en effet. 3 points mérités, oui. Exact. Pas de mauvaise sortie. Exact. David qui nous demande quoi penser de l'acquisition de Robinson Pena. Est-ce que c'est le départ de Chad Green qui s'en vient? Écoute, les Blue Jays l'an passé, puis souviens-toi, Sébastien, l'an passé, les Blue Jays faisaient ça toutes les 2 semaines en fin de saison. Là, ils allaient chercher un releveur puis ils l'envoyaient dans le 3A pour essayer d'en faire un projet. C'est un peu la même chose. Les Blue Jays, ils aiment ça, faire ça. Ils aiment utiliser cette méthode-là. Ce qui n'est pas une vilaine méthode d'aller chercher de la profondeur. Ça a coûté un espoir qu'on ne connaissait pas vraiment. Je pense que ce n'est pas une vilaine chose dans les circonstances. On transige avec Miami. Ce n'est pas un très grand risque. Puis, au pire, ça te donnera un bras qui est fiable. Donc, c'est pas
n'y a pas grand-chose à penser, outre le fait que c'est de la profondeur. Ouais, je ne pense pas que ça ait un impact immédiat sur Chad Green, mais on s'entend quand même que c'est probablement le prochain à sauter là, quand on va trouver d'autres solutions dans cet enclos de relève. Matt qui nous demande ici, est-ce moi mais mettre Guerrero Jr. au match à la place de Ernie Clement? Est-ce seulement une question de poster boy pour les Blue Jays? Pascal, est-ce que tu le trouves dur un peu? Comment tu vois cette saison de Vladimir Guerrero Jr. qui, évidemment, a été signé pour son talent, mais a été aussi signé pour garder des gens dans les sièges du Rogers Center? Pas une saison extraordinaire de la part de Guerrero, du moins pas aux attentes placé en lui avec un contrat d'1 demi-milliard de dollars. Il n'est pas le premier à connaître peut-être des moments difficiles suite à une signature d'un contrat aussi important. Il ne sera pas le dernier non plus. Mais on l'a signé pour différentes raisons. On l'a signé pour son talent, on l'a signé pour son charisme, on l'a signé pour justement vendre des produits dans le stade. Mais on l'a signé aussi pour rivaliser avec les meilleures équipes. Pour mettre son équipe dans une bonne position. Puis Vladimir, cette année, il ne joue pas nécessairement en tout point ce rôle-là. Heureusement qu'il y a d'autres joueurs qui jouent bien actuellement, qui font que les Blue Jays se positionnent bien. Mais Vlad devra en donner plus d'ici la fin de la saison pour permettre à son équipe de, au minimum, faire les séries ou bien paraître là, dans la course aux séries. Fait que au moment où on se parle, il ne produit pas à la hauteur de son talent. Ça, c'est définitif. Je vois que David nous mentionne ici qu'il semble parti pour lancer la 6e en parlant ici de Max Scherzer. But rempli pour les Jays en fin de 5e. Et un peu plus tard, je vois que le bon vieux George Springer a fait 3-3 sur un double. Donc, on verra ce que ça donnera pour Max Scherzer par la suite. Les Blue Jays, donc, qui créent l'égalité. Il est en feu, Georges. Hier, un grand chelem, un double. Ben oui. C'est pas une vilaine saison, Springer. Hein? Non. Puis quand Springer va bien, souvent, ça, quand ça va mal, on le sait que Springer, ça va mal. On dirait que c'est pas le leader qu'on attend. Quand ça va bien, par contre, on dirait qu'il est capable de traîner cette équipe vers le haut. Donc, tu veux avoir un Springer qui marche parce que sinon, ça fait l'effet inverse. Ben, c'est parce que, regarde, on va en parler justement. J'ai l'alignement devant moi aujourd'hui. Tu as Bichette, tu as Barger, tu as Guerrero comme top 3. Ça va quand même assez bien. Tu as Leandro Kirk comme 4e frappeur. C'est un frappeur qui remplit son mandat cette année, surtout avec 2 prises contre lui. Si je ne me trompe pas, avec 2 prises contre lui, c'est le meilleur frappeur du baseball majeur. Si tu as Springer qui fonctionne bien à 5, puis éventuellement, tu rajouteras Dalton Varsho, tu rajouteras Anthony Santander, ben là, tes frappeurs qui performent un petit peu moins bien sont de plus en plus bas. Ernie Clement, tu l'as dit, il a une bonne saison, frappe pour 309 cette année quand même. Donc, Andrés Jiménez qui frappe 9e, Sébastien, là, soudainement, paraît peut-être un petit peu moins pire parce que s'il ne frappe pas, c'est pas la fin du monde. Si tu en as 6, 7, 8 qui frappent devant lui puis qui fait des jeux comme il a fait hier défensivement puis qui permet de garder son équipe dans le match puis de limiter les manches défensives de 4 retraits. Là. Oui, puis son rôle, c'est d'être excellent défensivement. C'est pas nécessairement de frapper la longue balle. Puis oui, par rapport à son contrat, on pourrait en demander un petit peu plus du côté offensif, mais quand même, c'est pas son rôle premier. Donc, qu'il frappe 8 ou 9, les joueurs qui sont excellents défensivement, si tu les as dans les rôles 7, 8, 9 dans ton alignement offensif, c'est parfait. Même s'ils produisent un peu moins, si le haut de l'alignement produit, il n'y a aucun problème là. Ils font leur travail défensivement. Puis quand ils réussissent à se rendre sur les sentiers ou à frapper des coups sûrs opportuns, mais c'est un bonus. Donc, si tu as Varsho, Jiménez qui sont dans ton top 3 vers le bas, ton bottom 3, c'est parfait. Seule chose, il faut que les premiers frappeurs de cet alignement-là fassent le travail. Pascal, on a une question ici de Jean-Michel concernant Alan Roden. Le coach semble beaucoup préférer David Schneider à Alan Roden. Roden qui ne joue pas tous les jours, me semble que c'est en grosse difficulté. Vous en pensez quoi? Moi, la question que je veux te poser, Pascal, par rapport à ça, parce que c'est un très bon point que Jean-Michel souligne, ça sert à quoi d'amener à un jeune qui performait dans le 3A l'an passé? Tu l'amènes dans les majeurs, tu le fais peu jouer, il ne performe pas. Tu le renvoies en bas, il performe. Tu le rappelles en haut, il ne joue pas, il ne performe pas. Je pense, tu me diras avec ton expérience, c'est pas sorcier, là, un joueur ne peut pas performer s'il ne joue pas. Ben, tu sais, c'est de lui faire apprendre la game, mais lui faire apprendre la game sur le banc ou une manche une fois de temps en temps, je pense que ça a plus un effet de déception qu'un effet de motivation.
Ça dénote un peu le manque de profondeur jusqu'à un certain point des Blue Jays aussi. Mais tu veux garder un jeune comme ça dans l'alignement en disant « je l'ai sur le banc, je peux m'en servir à tout moment ». Mais tu ne fais pas en sorte que ce gars-là va se développer à son plein talent. Donne-lui encore une saison complète dans le 3A. Permets-lui de dominer contre des lanceurs de son calibre. Puis une fois qu'il aura pris toutes ces manches d'expérience-là, tu pourras te permettre de le rappeler au bon moment. Tu pourrais même te permettre de le rappeler d'ici la fin de la saison, quand le moment sera venu. Mais actuellement, c'est pas bon pour l'équipe, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour la confiance du jeune. Puis ça lance un mauvais message pour le développement de ce jeune-là, puis d'autres jeunes éventuellement, parce que tout le monde le regarde là, actuellement. Tout le monde regarde surtout Schneider l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Assurément. Puis c'est pas une première, là. Un jeune qui arrive à Toronto puis qui n'a pas beaucoup de temps d'utilisation. Je vois ton visage, Sébastien, là, tu n'as rien dit, mais tu as tout dit. Non, mais ça revient souvent à la même chose. Puis, tu sais, on parlait de Barger tantôt. Jusqu'à tout récemment, c'était un petit peu la même chose. Oui. Il jouait de façon sporadique. Il n'était pas mis dans les meilleures conditions pour performer. C'est un peu la même chose avec Rodon. Par contre, dans le cas de Rodon, il n'y a pas les performances qui viennent avec non plus. Fait que, je pense que chacun des côtés ont leur tort dans cette situation-là. Oui. Parce que je ne peux pas croire qu'on préfère Davis Schneider à Alan Rodon. C'est juste que présentement, ça ne fonctionne pas pour Rodon. Mais moi, Davis Schneider ne serait même plus dans les majeurs. Je pense que là, il remplit un chandail, il bouche un trou. Puis à la minute où on va trouver quelqu'un qui va prendre cette place-là, ben, ça va être Schneider qui va sauter parce que il a connu des belles séquences, mais Davis Schneider, pour moi, ne peut pas être un joueur régulier du baseball majeur. Un joueur de banc, je pense pas qu'il amène vraiment quelque chose d'extraordinaire à une équipe du baseball majeur. Donc, un jour ou l'autre, il va falloir que ce soit des jeunes qui prennent cette place-là et qui s'établissent dans la MLB. Ça, c'en est un. Si les Blue Jays avaient ajouté un joueur de position, évidemment, à date limite, ce ne sera pas une vedette qui va débarquer. Là, il n'y aura pas de Eugenio Suarez qui va débarquer à Toronto ou quoi que ce soit. Mais si tu peux aller chercher quelqu'un pour prendre sa place, c'est-à-dire un frappeur sur le banc qui est droitier, qui est capable de démolir les lanceurs gauchers, qui est capable de frapper la longue balle, ce qu'il faisait en début de carrière, ce qu'il ne fait plus vraiment aujourd'hui, ben ça, peut-être que ça pourrait être un ajout là, mineur pour les Blue Jays. Sébastien, on avait une petite question ici de David. J'ai lu le texte de Jeff Passan. Quelle est la meilleure cible à Toronto pour les Blue Jays? Est-ce que ce serait Sandy Alcantara? Sébastien, je me suis sorti les noms qui avaient été liés par Jeff Passan. Je te les nomme. Sandy Alcantara, Freddie Peralta, Seth Lugo, Zach Gallen, Merrill Kelly, Luis Severino, Tyler Mahle, Walker Buehler, Nick Martinez et Eric Fedde. Est-ce qu'il y a des noms qui te flashent présentement dans cette liste-là? Je vais plus y aller par équipe. Je pense qu'il y a des affinités entre les Blue Jays et les Diamondbacks. Un Zach Gallen, Merrill Kelly. Je pense qu'il y a quelque chose, on peut s'entendre avec les D-backs si jamais l'Arizona décide de vendre, parce qu'on ne sait pas encore de quel côté ils vont se ranger d'ici la date limite des transactions. On est encore près d'une participation aux séries éliminatoires. C'est pas facile, mais il va falloir prendre des décisions déchirantes. Si jamais ces joueurs-là sont disponibles, j'ai l'impression que ça serait autant un bon fit pour les Jays qu'un bon fit dans les négociations entre ces deux équipes-là. Donc, j'irais de ce côté-là. Alcantara, ça demeure un risque. Est-ce que les Jays peuvent se permettre de vivre avec ce risque-là dans les circonstances actuelles? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on a besoin de stabilité. On a besoin de lanceurs qui vont manger des manches et qui vont faire le travail. Alcantara, on le sait qu'il est capable de le faire, qu'il a le potentiel de le faire, mais cette saison 2025, surtout le début, a été catastrophique. Peut-être qu'un changement d'air lui ferait du bien, mais est-ce que ce serait idéal à Toronto? Je ne suis pas sûr. On a Matt ici. Attends, juste pour compléter sur ce sujet-là, Olivier qui dit en espérant qu'en se joignant au Blue Jay, Luis Severino va arrêter de se plaindre concernant le stade où il joue. Luis Severino qui a une moyenne d'à peu près 150 000 à domicile puis de 0,2 à l'étranger. Là, c'est vraiment, évidemment, j'exagère pour les fins de la chose, mais c'est vraiment flagrant à quel point c'est pas le même lanceur quand il joue à Sacramento ou quand il joue dans n'importe quel autre stade du baseball majeur. Moi, si j'avais un joueur à amener à Toronto dans la liste que tu viens de nommer, Charles, moi, j'irais avec Eric Fedde. Dépendamment si les Cards vont être, comme tu le dis, Sébastien, avec les Diamondbacks, vont être vendeurs ou acheteurs, c'est la même situation à Saint-Louis. Si les Cards sont vendeurs,
Ils vont se départir de quelques lanceurs. Est-ce que ça va être Sonny Gray qui va partir en premier? Est-ce que ça va être Eric Fedé? Il fait très bien Fedé à Saint-Louis cette année. Il est une belle surprise. Il est un joueur qui peut donner de bonnes manches à son gérant. Puis, c'est pas quelqu'un qui va arriver la tête enflée, qui va vouloir dire « Hey, moi, je suis deuxième partant ou je suis troisième partant. » Il va jouer le rôle qu'on veut bien lui faire jouer. Puis, c'est quelqu'un qui est capable de faire la job, là. Ça prend des joueurs comme ça aussi dans une équipe qui se lève, que tu t'attends pas, qui chiale pas sur leur utilisation, il va pas bouder si jamais en série, c'est pas lui qui est le deuxième lanceur partant ou quoi que ce soit. Il va prendre le rôle qu'on a bien à lui donner. Puis ça prend des joueurs comme ça. Tu parles un peu de Sonny Gray. On sait que lui, il veut vraiment, vraiment pas, jusqu'à preuve du contraire, du moins, quitter Saint-Louis. As-tu le sentiment, parce qu'évidemment, on ne le sait pas, mais as-tu le sentiment qu'éventuellement, il va se dire je suis peut-être aussi bien d'aller ailleurs, ou au contraire, le fait que les Cards aient peut-être une meilleure saison que prévu, ça le confirme dans son choix de dire non, moi, j'ai vraiment pas envie de quitter Saint-Louis? Bien, la saison des Cards a fait changer le vent de côté. Hein. On n'entend plus parler du congédiement de l'entraîneur. On n'entend plus parler de rumeurs farfelues. Arenado, depuis quelques semaines, c'est plutôt tranquille dans son cas. Il me semble qu'on n'a même pas eu besoin d'écrire sur lui, à part quelques bonnes prestations. Le calme est revenu à Saint-Louis. La fin de la saison passée, même le camp d'entraînement, tout le monde était affolé. Tout le monde se disait quelle direction cette équipe-là va prendre. Puis là, on se rend compte qu'ils ont quand même, somme toute, une bonne saison. Oui, les Cubs vont être très difficiles à rattraper. Là, puis les Brewers jouent du bon baseball ces temps-ci. Mais pour le moment, c'est quand même très positif. Ça pourrait justement influencer Sonny Gray à dire à son directeur général, écoute, moi, je veux rester ici parce que j'ai un bon feeling par rapport à ce qui s'en vient. On incorpore des jeunes qui font la job, puis il y a des joueurs c'est pas des vétérans, c'est pas des recrues, des Nolan Gorman et ainsi de suite qui ont pris les choses en main. Ça fait que ça augure bien là, pour au minimum la fin de la saison. Oui, vraiment. C'est le fun qu'on voit là, présentement du côté de Saint-Louis. On verra jusqu'où ça va aller. Puis Sonny Gray, c'est pas le genre aussi. Il aime pas les gros marchés. Je pense que c'est pas un gars qui aime le changement beaucoup. Fait que j'ai l'impression que les Cards vont le respecter là-dedans aussi. Si jamais il y a un changement d'air pour lui, il risque d'être impliqué dans les discussions. Puis, moi, je le vois pas vraiment quitter Saint-Louis. Puis tu dis ça par expérience que ça marche pas dans les gros marchés? Ou... Je te dirais oui. Dirais oui. Puis je pense que lui-même serait le premier à le dire. Là. Ouais. Oakland à New York, ça va être un choc. Oui. Jean-Michel qui nous mentionne ici que la majorité des cibles citées vont coûter très cher pour les Blue Jays. La réponse est oui. Les lanceurs partants. Puis, Pascal, avec les séries qui ont été élargies à 6 équipes par ligue au lieu de 5, ça fait en sorte que tu regardes le classement, puis c'est plus facile de te faufiler. Puis les équipes qui sont poches sont vraiment poches. Tu regardes les White Sox l'an passé, regarde les Rockies cette année. Les A's, quand ils se sont mis à s'écrouler, ça a été quoi? Ça a été 21 défaites en 22 matchs. Donc, enlève les équipes qui sont vraiment, vraiment poches, puis qui ont de toute façon pas grand-chose à vendre parce qu'ils tiennent sur pas grand-chose. Puis ajoute toutes les équipes qui se considèrent dans le mix, pour reprendre une expression du Canadien de Montréal, puis tu te dis on est capable de faire les séries, ben, il reste à peu près 6 équipes qui peuvent vendre. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça change la donne, Pascal, parce que tu te dis ben là, ils vont nous attendre avec des prix qui sont très, très, très exorbitants, puis avec raison, c'est la loi du marché. Puis il y a des joueurs qui sont dans les équipes médiocres qui ne changeront pas d'adresse d'ici 2, 3, 4 ans non plus. Je regardais le classement là, avant qu'on rentre en honte. Même les Angels ils jouent pour 500. Là. Oui. Ils sont à 40-40. Ça fait qu'ils se situent où aujourd'hui, les Angels? À la date limite, on se doute peut-être qu'ils ne seront pas à 500, mais n'empêche que, oui, ils se considèrent dans le mix, ces équipes-là. Les Diamondbacks, on a nommé 2 lanceurs des D-backs. Ils jouent 2 matchs au-dessus de 500 de mémoire. C'est sûr qu'ils ont quand même les Giants, les Padres et les Dodgers devant eux. Là. Mais n'empêche que... ça va être un gros point d'interrogation, puis il va y avoir de moins en moins de joueurs sur le marché, et ces joueurs-là vont coûter de plus en plus cher. Fait que, message aux Blue Jays, sortez votre banque, là, parce que ça va coûter un bras, une jambe. Là. Oui, puis ça peut se décider à la dernière seconde. Regarde Alexandropoulos qui clame haut et fort à chaque fois qu'il en a l'occasion de le faire que non, il ne vendra pas. Non, Chris Sale, il ne partira pas. Puis Marcell Ozuna, il est là pour rester. Puis on va essayer de s'améliorer. Puis on va faire les séries.
Fait que moi, j'ai l'impression que oui, peut-être qu'il essaye de jauger le marché en ce moment. On peut difficilement dire le contraire. Oui, exactement. Mais je pense qu'il se croit aussi. Je pense, il est tellement habitué de gagner sa division, de se rendre en série, d'aller chercher la série mondiale. Ça va être spécial. Ça fait quelques années qu'on a cette dynamique-là avec le format des séries revues et corrigées. Mais on verra ce que ça va donner cette saison. Sébastien, dernière petite question dans le bloc sur les Blue Jays. Si les Jays étaient dans le Derby Devers, qui étaient les pièces que les Jays auraient mis pour mettre la main sur Rafael Devers? J'ai vu une rumeur circuler, mais écoute, prenez pas ça pour du cash nécessairement parce que j'ai pas vu de source nécessairement crédible en parler, mais comme quoi que les Red Sox auraient demandé José Berrios dans les négociations. Ça, si tu vas échanger un gars comme Berrios, c'était les Blue Jays, c'est vraiment, vraiment, vraiment de déshabiller Paul pour habiller Jean. Là, parce que oui, tu obtiens un bâton qui va résoudre certains de tes problèmes, mais là, tu t'en vas créer un gros trou à l'attaque d'un autre côté. Fait que, tu sais, je pense que le fait que les Blue Jays soient dans la division fait en sorte que le prix n'aurait peut-être pas été la même chose pour les Giants qui sont à l'autre bout du pays, qui sont dans l'autre ligue, que tu n'affronteras pas en série à moins que les étoiles s'alignent et que les deux se ramassent en série mondiale. Je pense que ça aurait été pas mal un prix pas mal différent, en fait. Oui, j'ai l'impression que les Jays étaient dans le derby, mais qu'on ne s'est pas rendu très loin dans les discussions. Là. On a fait acte de présence, on est allé s'informer du prix, on a probablement discuté un peu, mais je ne pense pas qu'on était là à la toute fin. Puis si tu échanges José Berrios, il faut que tu l'échanges pour un besoin réel. T'sais, Rafael Devers, ce n'était pas un besoin réel chez les Jays. Oui, tu amènes un bâton, mais où tu vas le placer dans l'alignement? Probablement pas au troisième coussin parce que idéalement, il faudrait qu'Addison Badger soit à cette position-là. Il aurait frappé comme frappeur de choix, mais tu vas-tu vraiment échanger José Berrios pour aller chercher un frappeur de choix? Je ne crois pas. Le besoin actuel des Jays est dans la rotation partante. Donc, tu sais, à partir du moment où les Red Sox ont demandé Berrios, et ils ont bien fait de le faire, je pense que les Jays ont compris que ça ne se rendrait pas jusqu'à la fin. Et puis, une transaction impliquant un joueur vedette de la trempe de Rafael Devers dans la même division, c'était quasi impossible que ça se réalise. Moi, je vous gage un vieux 2 que le plan des Red Sox, si on acquiert Berrios, c'est de l'envoyer dans le 3A. D'espérer son acquisition. Non, mais c'est important de solidifier la rotation des Woo Sox. Là. Ben oui, c'est une priorité. Hey, il aurait pas allé jouer au premier, par exemple. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Puis, Abraham Taureau, il a lancé à un moment donné dans un match. Et voilà. On switch. Ouais. Ben, tu sais, Berrios qui joue 4 matchs au premier coussin, il lance un soir. Ouais. Puis, tu sais, Taureau peut prendre soit, mettons, un match en relève, puis le match de Berrios au premier but. Puis Berrios devient le nouveau Ohtani. Et voilà. Tout ça est logique, là. Ben, écoute. Soit Pascal, tu penses en dehors de la boîte, tu es prêt pour une job dans le baseball match. À Toronto. Oui, avec Pascal, c'est un petit génie, finalement. Oui, bon. Et voilà. Moi, là, écoute, je mange des stats avancées là, au déjeuner, au dîner puis au souper. Oui. Sur ça, messieurs, ça met fin à notre blog sur les Blue Jays. Allons voir ce qui se passe ailleurs dans le baseball match. On a parlé un peu de Rafael Devers. Restons un peu sur le sujet. Point de vue des Red Sox de Boston. Pascal, un effet que ça a eu, c'est que, rappelle-toi, il y a 2 ans, pourquoi Rafael Devers a eu un contrat aussi élevé? C'est que Mookie Betts était parti quelques années avant. On vient de perdre Xander Bogaerts sur le marché de l'autonomie. Et là, on peut définitivement pas se permettre de perdre Rafael Devers. Lui, il arrive dans les négociations avec le gros bout du bâton en se disant « Viens-t'en, mon homme, je t'attends avec une brique et un fanal. » Puis il a eu probablement un peu plus que ce qu'il méritait, mais c'est correct, il a profité des circonstances. On se retrouve dans les circonstances où Rafael Devers est échangé. Là, si t'es les Red Sox, Pascal, tu peux pas échapper à Alex Bregman. Parce que par la force des choses, c'est par lui que ça a commencé cette situation-là. Si Bregman signe à Détroit, Rafael Devers est encore chez les Red Sox de Boston aujourd'hui, j'en suis convaincu. Et là, il y a une option de sortie à la fin de l'année. Son agent, c'est Scott Boras. Scott Boras, il aime ça sentir le sang. Et là, il le sent présentement. Il sait qu'il y a du sang chez les Red Sox de Boston.
il ne va pas avoir de la pitié pour la pauvre petite proie qui a essayé de libérer de l'argent. Lui, il va se dire, tu sais quoi, vous avez de l'argent à dépenser, c'est mon client qui va en hériter. Ben, écoute, c'est le principe du piranha dans l'aquarium, là. Puis il y a un doigt qui vient de saigner, puis le piranha l'a senti. Hein. Ouais. Ben, comme Devers s'est senti il y a quelques années, ben, moi j'ai comme l'impression que Bregman et Boras vont se sentir dans la même situation en disant tu sais, les Sox, là, vous avez de bons joueurs, vous avez de bons prospects, vous avez de très bons joueurs qui peuvent faire une différence. Peut-être pas maintenant, peut-être pas l'an prochain, mais éventuellement. Mais d'ici là, ça prend des vétérans. C'est pas Trevor Story qui va faire la différence à Boston. Bregman, c'est pas Devers. On s'entend là-dessus, mais tu le dis, Charles, ils n'ont pas le choix. Là. Non. Ils n'ont pas d'autres possibilités. Betts n'est plus là, Bogart n'est plus là, Devers n'est plus là. Hey, ça fait trois joueurs étoiles que tu échanges dans la même division. Puis tu es toi-même dans une division où tu dois te battre avec les Yankees, avec les Jays, avec les Rays. C'est de la drôle de gestion, tout ça. Oui. On a fait les choses à l'envers un peu, Sébastien, dans le fond. Au lieu d'essayer de sécuriser Bregman, je sais que c'est dur avec Boras, mais ça se fait. Là, regarde l'an passé, Chapman, il a eu son prix, il a signé 1 mois et demi avant l'autonomie. Au lieu de sécuriser cette position-là puis d'échanger, on a pris la balance du pouvoir, puis on l'a envoyé à Boras Corporation en Californie, là aussi, d'ailleurs. Puis on a dit, ben tiens, amuse-toi avec. Oui. Ben, encore là, je pense que le call venait d'en haut. On voulait se débarrasser de Devers. On n'a peut-être pas réfléchi à toutes les conséquences de ce geste-là. Peut-être qu'on y a réfléchi, puis on a fait, on doit le faire, on vivra avec les conséquences. Mais là, Alex Bregman arrive comme un joueur qui a très bien performé quand il était en santé, comme un joueur qui a été un excellent leader dans ce vestiaire-là. Et on a connu un début de saison là, très, très tumultueux à Boston. On a des jeunes vedettes qui sont en train de pousser. Et malgré tout, ça a quand même tenu là, tout ça. Là. Ouais. Les Red Sox sont encore dans la course. On ne s'est pas sorti de cette course-là. Donc, nécessairement, ça prenait des leaders et Alex Bregman en fait partie. Donc, on a tous les arguments en poche pour pouvoir négocier à un prix faramineux. Est-ce que ça va se faire avant la fin de la saison? Ce n'est pas dans les habitudes de la maison de Scott Boras d'agir de la sorte. Mais si les Red Sox arrivent, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le choix. Tu ne peux pas perdre Bregman. Tu ne peux pas perdre Devers et Bregman. Là. C'est ça, c'est impossible. Donc, si tu peux le régler avant de prendre la chance de peut-être le perdre cet hiver, tu dois le faire. On a libéré de l'argent avec le départ de Devers. Il y en a une partie qui va s'en aller directement dans les poches d'Alex Bregman. À quel montant, c'est ce qui reste à déterminer. Mais ça va dérégler le marché parce que Bregman va signer au-delà de sa valeur. Tu sais, les Astros n'ont pas voulu le signer. Ils sont allés chercher Isaac Paredes à Chicago pour prendre sa place, qui n'est pas une superstar, là, mais qui fait la job. Puis là, Bregman arrive à Boston par défaut. Non, c'est quand même un bon fit. Puis, est blessé actuellement, va revenir, va décrocher la lune. Tu sais, je sais pas, on aurait à écrire un scénario d'un film de série B hollywoodien, puis je pense qu'on aurait les bons ingrédients. Là. C'est encore une fois Boras qui va sortir grand gagnant de tout ça. Là. Dans ton film de série B, c'est qui joue Scott Boras? Hey boy! C'est une méchante bonne question. Je pense qu'il serait capable de jouer son propre rôle. Exactement ça. Je pense pas qu'il laisse quelqu'un d'autre jouer son rôle. Non, il est trop bon. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a personne qui est aussi vorace que vorace. Exact. Même Kevin Costner, d'après moi, il lui arrive pas à la cheville. C'est ça. D'ailleurs, petite anecdote que j'ai lue d'un journaliste sur le beat des Red Sox. Après une victoire, je pense que c'était une victoire par coup sûr victorieux, par walk-off. Ça célébrait dans le vestiaire des Red Sox. Puis Alex Bregman, évidemment, il est blessé. Lui, il ne célébrait pas avec les autres. Il a pris Roman Anthony avec lui. Il a pris Marcelo Mayer, puis il était sur la tablette, puis il leur montrait des séquences, puis il disait hey, à ce moment-là, tu aurais pu faire telle affaire. Il est toujours en mode d'aider les jeunes. Je pense qu'il est toujours scotché aux jeunes. D'après moi, là,
Alex Cora, il va aller voir ses patrons et il va leur dire « Hey, faites ce qu'il faut, mais ce gars-là, il ne quitte pas mon vestiaire. J'ai vu ce qu'il était capable de faire à Houston. Je vois ce qu'il est capable de faire ici, l'évolution en tant que vétéran, l'impact qu'il a sur les jeunes. » Tu sais, si Marcelo Mayer apprend d'un gars comme Bregman à l'avant-champ, là, Pascal, ça peut être positif. Ben, tu sais, Bregman a joué ce rôle-là à Houston pendant quelques saisons. Hein. Il a permis à des jeunes joueurs d'arriver dans l'alignement. Puis, tu sais, il n'est peut-être pas étranger au succès de Jérémy Peña qui jouait tout de suite à côté de lui. Là. En quelque part, il a dû l'épauler, il a dû lui prodiguer des conseils. Fait que, oui, Bregman va jouer ce rôle-là. Donc, encore une raison de plus pour ne pas le perdre. Exact. Mais Sébastien, comme nous le dit Jean-Michel, pour Bregman, c'est le nombre d'années qui va peut-être refroidir les Sox. C'était le problème par le passé. Puis lui, il voulait, rappelle-toi, là, ce qui sortait l'hiver passé, il veut un contrat à long terme, Finalement, il a accepté ce contrat-là parce que, évidemment, là, 40 millions de dollars par année avec des options de sortie, c'est assez gros dur. Là. Mais ça se peut que ce soit ça le problème. Puis rappelle-toi ce que je disais l'hiver passé. S'il signe un contrat à long terme, c'est peut-être le contrat outre Juan Soto, là, je veux dire, qui est un contrat hors norme, là, c'est peut-être le contrat qui va le moins bien vieillir. Mais là, à 3 ans, c'était impossible qu'il vieillisse mal. S'il signe 6-7 ans, 1 an plus tard, comparé à l'an passé, ça se peut. Oui, ça se peut. Puis le contrat qu'il y a actuellement, c'est quasiment une aubaine pour les Sox en ce moment, de la façon qu'il a joué depuis le début de la saison quand il était sur le terrain, de la façon qu'il a été un leader dans le vestiaire. Mais c'est sûr que ce contrat-là va mal vieillir. Puis la plupart des contrats dans le baseball majeur vieillissent mal, sauf quand on signe des jeunes joueurs à un très jeune âge. Donc, dans le cas de Bregman, c'est comme ça que ça va finir. Mais que ce contrat-là vieillisse mal ou non, les Sox n'ont pas le choix. Et ils ont l'argent pour le faire aussi. Là. Il faut arrêter de nous faire croire qu'à Boston, on n'a pas d'argent. Là. Il faut le faire. Toutes les équipes en ont des mauvais contrats. Puis il y a des équipes qui gagnent malgré ça parce que c'est rendu ça, le baseball majeur. Puis en plus, les Giants ont pris la totalité du contrat de Devers. Voilà. Donc, ça leur laisse quand même une belle marge de manœuvre. Oui, c'est ça. Puis s'il te manque tant d'argent que ça, là, Fenway Group, là, ben, appelle Mario Lemieux, revends-y les Pingouins, puis avec le capital que tu auras, mets de l'argent sur les Red Sox. Puis arrête de mettre de l'argent sur tes clubs de soccer en Europe, puis arrête de mettre de l'argent sur les Pingouins qui s'en vont en reconstruction, puis améliore les Red Sox, parce que quand les Red Sox sont bons, puis qu'il y a une rivalité avec les Yankees, puis que les deux sont bons en même temps, ce qu'on n'a pas vu depuis une éternité, ben, le baseball en sort gagnant. C'est le fun quand tu as de la grosse balle qui se joue à Boston. Tu as un gars qui fit, là, il aime ça être à Boston, il est bon avec les jeunes, il est bon sur le terrain, on s'en fout qu'il sera plus bon dans 7 ans ou pas. Signe-le là. C'est là, c'est ça. T'as raison. Je pensais que... Vas-y, Sébastien. Non, j'allais juste dire, les jeunes sont en train de pousser. Là. Dans 7 ans, il va peut-être être déjà trop tard, puis ce trio de jeunes-là il va peut-être être démantelé, il va peut-être en rester une partie, mais on ne sait pas ce qui va se passer d'ici là. C'est le temps, là, peut-être pas cette année, mais dans les prochaines années, de construire quelque chose de gros. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Charles, quand tu as commencé ton argument, je pensais que tu allais proposer un GoFundMe. C'est possible. Il n'y a pas LeBron James dans le groupe Fenway aussi? Il y a LeBron James dans le groupe Fenway. LeBron James qui a vu d'ailleurs les Lakers être achetés par le propriétaire des Dodgers. Ça veut dire que lui, il est copropriétaire des Red Sox, mais il joue pour le propriétaire des Dodgers. Oui. Ben, il leur fera un prêt, là, puis ils s'arrangeront. Hey, LeBron James, une autre vedette associée aux Dodgers. Il en reste-tu, lui? Ils en ont besoin. Hein. Je ne le sais pas. L'histoire ne le dit pas, mais il n'est pas japonais, par exemple. Ouais, mais là, je pense qu'il prendrait n'importe qui. Là. Ouais, t'as raison. Ouais. T'as raison. Pascal, si on va de l'autre côté du spectre de la transaction Rafael Devers, ben de l'autre côté, il y a quand même l'équipe qui a acquis Rafael Devers. Puis jusqu'à preuve du contraire, il y a un adage dans le monde du sport qui dit « Tu gagnes la transaction si tu vas chercher le meilleur joueur ». Et en tout respect pour Jordan Hicks, le meilleur joueur de la transaction, c'est Rafael Devers. Ben oui, puis tu sais, il y a du Buster Posey derrière ça. Tu sais, quand Posey a pris plus de place dans la direction des Giants, il a voulu imposer qui il est, son image, sa façon de voir les Giants, parce que tu sais, c'est un homme d'une seule concession. Ce gars-là n'a jamais joué ailleurs. Il est la vedette ultime des Giants. Tous les gens s'identifient à lui. Puis, il fait le travail. Puis le fait d'avoir osé aller chercher Devers, puis
il n'a pas donné tant que ça là, pour aller chercher Devers. Par contre, il est allé chercher un gros contrat, on va se l'avouer. Puis les Giants, depuis peut-être les 10, 12 dernières années, après leurs années championnes, ils n'ont pas dépensé tant que ça. Oui, ils ont voulu dépenser. Ils ont fait les yeux doux à Aaron Judge à un certain moment donné. Ils ont voulu aller chercher des gros noms, mais la recette n'a jamais pris. Puis les gens disaient, cette concession-là est tellement sans vie, sans armes, est tellement glaciale, il n'y a personne qui va aller jouer là. Mais Posey, lui, il doit se dire, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai joué là, j'ai gagné là, je sais très bien qu'on a une bonne concession devant nous. Puis d'aller chercher Devers, mais c'est un pas de géant. Puis oui, c'est les Giants qui ont gagné cette transaction-là. Puis on va dire ça dans 2, 3, 4 ans encore. Mm-hmm. Ah oui, vraiment. Puis il a profité du fait que Rafael Devers n'avait pas de clause de non-échange, d'ailleurs. Pourquoi? Pour se dire, justement, comme tu l'as dit, les gars ne veulent pas signer ici. Je vais aller en chercher une vedette comme ça qui va peut-être être notre meilleur frappeur, Sébastien, depuis Barry Bonds, qui va d'ailleurs se faire construire une statue aux abords du Oracle Park. On va aller le chercher, ce gars-là, puis on va le recréer autrement au lieu de le signer. Puis on était prêt à mettre de l'argent sur la table, on va être prêt à le mettre pour un contrat. Puis si ça veut dire que ça réduit la facture de ce qu'on doit envoyer aux Red Sox, tant mieux. Puis considérons-le comme une signature d'agent libre. Puis merci, bonsoir. Il va venir frapper des circuits, des splash hits qu'on appelle là, à San Francisco. Donc frapper la balle là, dans l'eau, là, dans le champ droit. Puis il va être capable d'en faire un puis un autre, puis plusieurs par année. Puis finalement, éventuellement, donner un frappeur de 30 circuits à cette concession-là. Oui, exactement. Si tu ne peux pas les attirer sur le marché des joueurs autonomes, tu dois compléter des transactions. Puis en complétant des transactions de joueurs vedettes, mais c'est après ça, de cette façon-là, que les joueurs autonomes vont vouloir aller à San Francisco s'il y a déjà un beau noyau, puis quelque chose qui se construit de beau pour les prochaines années. Donc, la méthode Buster Posey jusqu'à maintenant, c'est la perfection. Un club comme les Mariners doivent s'en inspirer. On n'est pas capable d'attirer de joueurs autonomes. C'est un cimetière de frappeurs. On doit compléter des transactions. On a déjà plusieurs excellents lanceurs dans la rotation. Il va peut-être falloir faire des sacrifices à un moment donné pour aller chercher des gros frappeurs puis essayer de créer quelque chose de bien pour qu'ensuite, on puisse signer des joueurs autonomes. Pascal, je veux qu'on parle un petit peu d'un aspect un peu plus local. Le stade olympique. Le stade olympique qui, finalement, va avoir... Parlant de cimetière. C'est dur de rajouter quelque chose à ça. Fait que je vais reprendre la parole après ce superbe coup de circuit. Excuse-moi. Ah non, excuse-toi pas, Pascal. Donc, le stade olympique qui finalement va avoir une configuration au baseball. On nous avait dit que non, finalement, il en aura une. Jean-Charles Lajoie qui a interviewé il y a quelques jours la ministre Caroline Proulx et qui lui a dit s'il n'y avait pas de rénovation en ce moment au stade olympique, qui avait déjà été considéré comme prêt à accueillir du baseball majeur, les Rays seraient en train de jouer ici et la ministre qui lui dit « Ouais, t'es bien branché ». Dans le fond, prends un couteau puis plante-le dans le cœur de tous les amateurs de baseball au Québec puis ça fera pas moins mal. Oui, t'es bien branché. Puis nous, pendant ce temps-là, on a payé je ne sais pas combien de millions pour faire venir les Kings à Québec. Oui, c'est difficile à prendre pour les amateurs de baseball, mais partons sur la prémisse de base de dire que tout le monde pensait puis tout le monde croyait, parce que ça avait été dit, qu'il n'y aurait plus de configuration baseball au stade olympique. Fait que ça, là, c'était finitos. On ne parle plus de rien, on ne parle plus de baseball. On ne parle même plus de match hors concours. Là, on sait que oui, il va y avoir une configuration baseball une fois que les travaux vont être terminés. Mauvais timing. Les Rays étaient possiblement disponibles pour venir passer au moins une saison ici. Les Rays sont à vendre. Ça ne se fera pas avec Montréal, il faut croire. Ils vont rester... possiblement en Floride. Mais minimalement, moi, je pense qu'il faut commencer par de petits événements. Puis, le fait que les Jays aient, durant tant d'années, joué des matchs hors concours ici, oui, ça reste des matchs hors concours, mais ça permettait de remplir le stade, ça permettait de rendre des gens heureux, ça permettait de faire la transition de génération en génération de ce qu'était le baseball à Montréal. Puis, ça s'est fait. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent entendre parler des expos, parce qu'ils les ont vus c'est-à-dire ils ont vu les Blue Jays jouer à Montréal contre d'autres équipes. Maintenant, si c'est encore le cas, il faut continuer d'attirer du baseball à Montréal
par des matchs hors concours. La série, la Classique mondiale, je pense que ça va être une belle occasion. Puis Montréal est capable d'accueillir des événements. Montréal est une ville d'événements. Puis les gens sont friands de ces événements-là. Puis il faut mettre le baseball au cœur de ça. Oui, le stade olympique, si jamais on veut avoir du baseball à Montréal, bien, ça va se passer au stade olympique parce qu'il n'y a pas de plan B. Il faut valoriser ce stade-là, encore une fois. Quoi qu'on pourrait faire comme les Rays puis jouer dans un petit stade de 10 000. Là, on pourrait construire un petit stade de 10 000 à Mirabel, à Longueuil, à Blainville. Je ne sais pas. On pourrait s'inventer quelque chose. Là, il y a un stade de camp d'entraînement. Oui, c'est ça. Oui, il y a 2 clubs qui jouent dans des petits stades. Fait que, tu sais, ça a l'air d'être une recette exceptionnelle. Ben, c'est ça. L'année prochaine, on va en avoir 2 autres. Là, puis on va en ramasser un à Montréal. Avec Luis Severino comme le lanceur partant de la concession. mais tu sais, quand on parle de la Ligue Frontier, on parle des Capitals, on parle des Aigles, on parle de l'équipe à Ottawa, c'est des équipes qui évoluent dans de petits stades, c'est des équipes qui sont populaires. Montréal devra avoir sa concession pour jouer. Montréal devra commencer par un projet. Puis oui, ce sera peut-être un stade de 10 000, 12 000 personnes, mais qui sera peut-être plein les week-ends, qui sera peut-être plein le vendredi soir. Puis ça redonnera le goût du baseball aux gens de la métropole. Là. Oui, ça montrera que les gens mangent assez du baseball pour dire hey, tu sais quoi, il y a la Ligue Frontière, les gens sont là. Imagine ce que ce sera avec les expos. Puis les expos dans une époque où il y a des séries élargies, où il y a un partage de revenus et où les séries sont possibles. On l'a dit tantôt, tout le monde peut aspirer aux séries éliminatoires. Des séries à Montréal, on n'a pas vécu ça souvent, mais je suis persuadé que si on l'avait vécu un petit peu plus souvent, l'engouement aurait été au rendez-vous. Par la force des choses, l'argent aurait pu rentrer dans les coffres un peu plus facilement. Puis bon, évidemment, on ne réécrira pas toute l'histoire, mais on sait ce qui peut arriver dans une MLB qui est plus paritaire qu'elle pouvait ne l'être par le passé. Sébastien, justement, on glissait un mot sur la Classique mondiale. C'est ce qui est sorti justement dans les derniers jours. C'est Jérémy Filosa qui a entendu et qui en a parlé au podcast des Blue Jays, qui disait que le baseball majeur regarde pour attirer des matchs de la Classique mondiale. Moi, la question que j'ai envie de te poser, évidemment, on ne s'attend pas à ce que un match de finale États-Unis-Japon, un match soit joué à Montréal. Là, ces finales-là sont jouées aux États-Unis, peut-être au Japon, mais probablement à Miami. Ça va être le cas encore une fois en 2026. Si on a un match entre 2 nations que les gens d'ici connaissent moins un mercredi soir, est-ce que les foules sont bonnes à Montréal pour la Classique mondiale? Moi, je pense que oui. Tu sais, Pascal, tu l'as dit, Montréal, quand il y a un événement, souvent, on va répondre présent. Je pense que ce serait le cas. Oui, peut-être que ce serait des pays un petit peu plus méconnus, mais quand même, ça reste de l'excellent baseball qu'on verrait. Puis ça donne une occasion de justement montrer qu'on adore encore le baseball puis qu'on voudrait avoir notre club. Par contre, on est passé on n'a pas de configuration baseball dans le stade olympique à on veut la Classique mondiale. Là, on peut-tu, comme tu l'as dit, Pascal, avoir des étapes pour se rendre là? Des matchs des Blue Jays hors concours, je pense que les derniers, c'était avant la pandémie. On était supposé avoir des matchs contre les Yankees, si je ne me trompe pas. Puis là, la pandémie est arrivée. Depuis ce temps-là, c'est la débandade à ce niveau-là. Là, on n'a plus rien entendu parler. Il ne s'est jamais rien passé. Donc, il va falloir recommencer un petit peu quasiment à zéro, construire notre réputation, créer des événements pour se rendre à avoir un événement de cette envergure-là. Puis tantôt, on parlait de la Ligue Frontière. Sans rien enlever à Trois-Rivières, c'est pas normal que Montréal n'ait pas d'équipe, mais que Trois-Rivières en ait une. Je sais que ça ne va pas très bien pour Trois-Rivières cette année, même l'an dernier. Mais quand même, Trois-Rivières ne peut pas avoir une équipe sans que Montréal participe à cette ligue-là. Donc, à plusieurs niveaux, il va falloir créer des projets, recréer cet engouement-là. Puis après ça, on parlera d'avoir un événement de cette trempe-là. Pascal, on a un commentaire ici de Jean-Michel qui dit « Le stade avait besoin de travaux, mais à Montréal, ça n'a jamais été une question de foule, mais les loges coopératives, la grosse publicité, un contrat de télé local de bon niveau qui a toujours été la question. » Est-ce que tu es d'accord avec ce que Jean-Michel nous dit? Ben, c'est un peu le même phénomène à Québec pour le retour des Nordiques. Ce n'est pas les billets vendus qui seraient le problème. C'est effectivement les loges corporatives.
À Québec, il y a les sièges sociaux des compagnies d'assurance qui sont là, mais ça se limite pas mal à ça. À Montréal, on a quand même un bassin d'investisseurs qui est plus important. Mais payer des loges corporatives, tous les matchs locaux, c'est quand même cher. C'est un placement, c'est un investissement, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui voient ça comme un investissement. De faire venir tes meilleurs clients pour prendre une bière, pour manger de la lasagne, pour manger un hot dog, puis écouter le match, là, c'est une philosophie. Il y en a qui pensent que c'est une philosophie qui est un peu révolue, puis qu'au Québec, on est rendu plus loin que ça. Mais n'empêche que pour faire vivre une équipe du baseball majeur, pour payer les salaires, on a parlé du salaire de Devers tout à l'heure, on parlait du salaire de Bregman. Ça prend plus que des chandails, ça prend plus que des bobbleheads, ça prend plus que des casquettes. Ça prend justement la communauté d'affaires qui est derrière toi. Puis c'est la communauté d'affaires qui va permettre que, même si tu vends moins de billets un mardi soir, ben, si tes loges corporatives sont vendues pour les 10 années à venir, ben, ça te permet justement de combler la différence. Exactement. C'est pour ça aussi, tu regardes dans la Ligue nationale de hockey, les marchés où est-ce que ça se dirige, ben Gary Bettman, il essaye de viser justement un Seattle où il y a tellement de sièges sociaux qui se sont installés ou quelque chose comme ça. Vegas, évidemment, qui est une ville plus grande que nature, mais c'est un peu la mentalité là, du sport professionnel dans les dernières années. Sébastien, revenons au baseball en tant que tel. Allons faire un tour dans la centrale de la nationale. Chase Burns, qui a fait ses débuts dans le baseball majeur hier soir contre les Yankees. Les Yankees qui, pendant les premières manches, ont eu l'air des joueurs du 2A rappelés pour affronter le Cy Young en titre. C'était franchement impressionnant de le voir performer comme ça. 2e choix au total en 2024. Premier lanceur repêché de sa QV. Ça va être un bon lanceur pendant longtemps chez les Reds. Dans cette division-là, Paul Skeens, évidemment, qu'on connaît tous très bien, de qui on parle beaucoup. Et Jacob Misiorowski, qui a été rappelé par les Brewers. Il était attendu avec une brique et un fanal. Ça s'est très bien passé à ses 3 premières sorties, dont une cet après-midi contre Paul Skeens, qui a très mal paru comparé au lanceur des Brewers. D'ailleurs, la rumeur veut que Levi Dunn, je pense qu'elle va le laisser pour aller chez le compte des Brewers. Mais écoute, il y a du talent dans cette division-là. Là. Si ces gars-là, bon, évidemment, ils vont tous finir chez les Dodgers, mais pendant quelques années, pendant qu'ils vont être là, ça peut être le fun en maudit à suivre. Là. Puis là, tu regardes justement cette semaine comment c'est aligné. Il y en a un qui lance mardi, l'autre mercredi. Il y a des journées comme ça où il y en a 2 à la fois qui vont lancer. C'est des rivaux de division, on risque de s'affronter. Peut-être que ce ne sera pas la dernière fois de l'année où 2 de ces 3 joueurs-là vont s'affronter. Non, mais tu l'as dit, ils ne sont pas japonais, fait qu'ils n'iront pas avec les Dodgers. Ça va être les Yankees. C'est le seul bémol, oui. Ou les Mets, là. Steve Cohen va les signer les 3. Non, mais c'est vraiment rafraîchissant de voir ces joueurs-là. Burns, il était totalement dominant contre. C'est pas, oui, les Yankees, ça ne va pas très bien offensivement par les temps qui courent, mais ça reste quand même une grosse attaque. Je pense qu'il en a passé 5 dans la mitaine sur les 6 premiers frappeurs. Sur les 5 premiers. Oui, c'est vrai, exactement. Oui, tu as raison. C'est sûr qu'au deuxième tour au bâton, on s'est ajusté. Puis là, on a vu qu'il était frappable, mais quand même, t'arrives. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il est arrivé avec une confiance inébranlable. Lui, il est arrivé contre les Yankees, puis tu voyais qu'il avait le feu dans les yeux, qu'il voulait dominer. Je pense qu'on va l'avoir pour très longtemps. Deuxième choix, comme tu l'as dit, après Travis Bazzana. On ne pensait pas que les Reds allaient se tourner vers Burns. Ils ont pris cette décision-là. Je pense que c'est la bonne. Puis on va avoir des dividendes pour les années futures. Puis c'est pas le seul dans cette division-là. Tantôt, tu as dit que Paul Skeens a mal paru. Je pense que le match est terminé 4-2, si je ne me trompe pas. Encore une autre défaite. C'est pas le fait qu'il paraît mal, c'est le fait que son équipe n'est pas capable de puis on s'entend, c'est la première fois de l'année à peu près qu'il paraît mal. Là, les autres fois, c'est toujours 7 manches lancées, 8 retraits au bâton, 1 point mérité, défaite de 1-0. puis mal paraître, on s'entend qu'il y a des lanceurs ailleurs dans le baseball majeur qui paraissent pas mal moins bien que ce que Paul Skeens a fait cet après-midi. Donc, mais c'est le fun. C'est le fun que ces gars-là soient en plus dans la même division. Donc, il y a
la centrale de la nationale, on dirait qu'il n'y a jamais rien de sexy. Là. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a tout le temps juste un club dans les séries éliminatoires. Mais là, il y a des jeunes qui poussent. Puis pour plusieurs années, ça risque d'être intéressant à suivre. De l'autre côté du spectre, dans la division, Pascal, ben, tu as ces 3 joueurs-là. Tu as les Cubs, évidemment pas au même niveau, mais qui ont Justin Steele en temps normal. Là, évidemment, sa saison est terminée, mais on peut s'attendre à ce que le club aille chercher du renfort. Moi, je ne serais pas étonné que Sandy Alcantara finisse la saison chez les Cubs. Là, si tu te retrouves avec tous ces jeunes-là, puis Alcantara chez les Cubs, puis que l'as des Cards, ce soit... j'ai un blanc total, on en a parlé il y a 10 minutes. Sonny Gray, voilà, merci. C'est sûr que il va falloir compenser un peu là, du côté des Cards. Il va falloir peut-être essayer de trouver dans cette division-là écoute, je dis trouver son Paul Skeens. Là, ça ne se fait pas super facilement, mais disons trouver son jeune lanceur sur qui on peut compter pour la suite. Ben, puis, tu sais, la question se pose, on en a parlé tout à l'heure. Là, tu sais, à la date limite des transactions, les Cards, ils vont être où? Quelle allure l'équipe va avoir à ce moment-là? Est-ce qu'ils vont être du côté des vendeurs? Est-ce qu'ils vont être du côté des acheteurs? La nouvelle formule des séries fait que même si tu as perdu un petit peu espoir, ben, si tu es acheteur, tu peux permettre de passer à l'autre niveau en deuxième moitié de saison. Fait que moi, je pense que les Cards vont être à peu près là. Est-ce qu'ils vont avoir une chance, malgré la force des Cubs, de se classer pour les séries? Ben, tu sais, c'est comme jouer à la roulette, hein? Tu la prends la chance, puis tu te dis, garde, on y va. Puis oui, il va falloir se doter de lanceurs de bras supplémentaires. En attaque, ça va somme toute assez bien. En défensive, les Cards sont les Cards. Fait qu'il va falloir aller chercher peut-être un bras, 2 bras supplémentaires pour bien paraître dans cette division-là. Puis les joueurs que tu as nommés tout à l'heure, les lanceurs que tu as nommés pour les Blue Jays, ben ces lanceurs-là, à part Fidé qu'ils ont déjà, pourraient être dans la discussion pour amener un lanceur à Saint-Louis. Mais encore là, pour amener un lanceur sur cette liste-là, il va falloir que tu donnes. Puis, qui tu peux donner, ben, je veux dire, les noms sont quand même nombreux. Mais tu ne peux pas te permettre d'entrer en série ou espérer aller en série uniquement avec Sonny Gray comme valeur sûre. Liberatori, finalement, est sorti de sa coquille cette année. Fede fait du bon travail. Nicolas, c'est toujours un petit peu un point d'interrogation. Fait que les Cards devront pallier à cette faiblesse-là qui est au monticule. Liberatori, je pense que c'est en 2022 que j'avais prédit qu'il allait être recrue de l'année. Là. C'est jamais vraiment linéaire. Hein? Oui, c'est jamais linéaire le développement d'un lanceur. Puis écoute, les Cards doivent être contents que la transaction Randy Arozarena porte ses fruits finalement là, quelques années plus tard parce que, écoute, pendant qu'il faisait la pluie et le beau temps, Tampa, il est rendu une organisation plus loin à Seattle. Mais là, on retrouve les fruits de cette transaction-là. Pascal, quand on s'est envoyé nos sujets tantôt, tu nous as suggéré l'histoire d'amour entre les Dodgers et les Padres de San Diego. Quand même assez intense, hein? Ben, vas-y donc. C'est vrai que c'est intense. Pour les gens qui ont vu la série ce week-end, ça a paru être les 2 gérants qui faisaient la fête, là, puis qui se sont dit on va prendre les choses en main. Mais il s'est tellement passé de choses dans un match en particulier. Non, c'est fait, là. On peut parler d'autres choses. Bon. Il s'est tellement passé de choses entre ces 2 équipes-là. Puis, ça remonte à la nuit des temps. Même si c'est Muncy qui a dit nos vrais opposants, nos vrais adversaires, notre vraie rivalité, elle est en Californie, mais elle n'est pas à San Diego, elle est du côté de San Francisco. Ben, je ne sais pas. Si les 2 équipes croisent le fer en série, vous allez voir Manny Machado au sommet de sa forme. Vous allez voir les lanceurs des Dodgers atteindre Fernando Tatis comme ils l'ont fait. Vous allez voir les lanceurs des Padres réagir, atteindre Ohtani. Il ne faut juste pas qu'ils se blessent. Tu te dis, ils peuvent avoir du fun. Là, ils peuvent se bullier au mieux de leur capacité, mais à un moment donné, tu peux casser des doigts, tu peux casser un poignet, tu peux casser une côte. C'est un peu le côté obscur d'une rivalité. C'est ce que les Dodgers et les Padres nous ont offert en fin de semaine. Mais pas juste en fin de semaine. Cette histoire-là, ça remonte quand même à quelques années. Là. Ça fait longtemps qu'on se taquine un peu là, entre les 2 organisations. Puis, écoute, je ne repartirai pas sur ma montée de lait, mais c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'on ait réduit les duels de division.
parce que justement, on en veut plus de ces affrontements-là. Il y en a 4 par année. J'en aurais pris 6, moi, comme avant. Tu t'affrontes une fois par mois. Tu te mets un duel, là, une fin de semaine à Los Angeles, la fin de semaine d'après à San Diego, puis tu peux te le permettre parce qu'il ne t'en reste pas juste 2 après pour le reste de l'année. C'est le fun des rivalités comme ça. Puis ça permet de pimenter un peu ce qui se passe dans le baseball majeur. Surtout, Sébastien, quand tu as Manny Machado d'un côté. Parce que comme nous le dit Matt, est-ce que Manny Machado sait se taire? La réponse est non. Comment tu peux menacer une organisation pour une blessure sur Tatis Jr.? Son ancienne organisation, d'ailleurs, on dirait que ça fait une éternité que Manny Machado a joué pour les Dodgers. C'est vrai, oui, c'est vrai. Comment on peut menacer une organisation entière? Je pense que les émotions étaient à leur maximum. Ouais. J'ai pas trop aimé la façon dont les Dodgers l'ont fait. Il fallait, c'était pas une obligation, mais il fallait répondre. On avait, il fallait le faire. On l'a peut-être fait de la mauvaise façon. Il y avait un risque de blessure sérieuse pour Fernando Tatis. C'est ce qui a fait monter les émotions d'un cran. Donc, Machado, fidèle à son habitude, s'est fait aller le manche-patate. Je ne pense pas que ça va aller plus loin, mais comme tu l'as dit, on aurait pris une autre série dans pas beaucoup de temps pour voir comment les choses vont évoluer. Là, on en a un petit peu moins. Mais s'il fallait que pour une deuxième année consécutive, ces deux équipes-là se rencontrent en séries éliminatoires, puis que ce ne soit pas un 3-5, mais un 4-7, attachez vos tucs, mesdames, messieurs. Ouais. J'ai aimé, Pascal, voir Shohei Ohtani quand même calmer ses coéquipiers. Puis tu vois l'ascendant qu'il a sur ses coéquipiers. C'est du bonbon, ce gars-là. Il s'est fait atteindre, ses coéquipiers commençaient à chialer un peu, puis il a fait « Hey, non ». Puis tout le monde a fait on dirait un maître qui parlait à son chien. Là. Le banc des Dodgers, c'était decoy. Là. C'était son chien. Son chien qui a éduqué à faire un premier lancer. Là, ben là, il a éduqué ses coéquipiers à faire comme hey, non, on n'ira pas plus loin. On a une game de baseball à faire. Faut pas que je me blesse parce qu'il faut que je lance peut-être, qu'il se disait aussi. Mais non, écoute, c'est un talent spécial, Ohtani, mais là, on dirait qu'on a vu encore plus comme OK, il est capable d'avoir du leadership. Parce qu'on ne le voyait pas là, quand il était caché derrière son interprète à Anaheim et qu'il parlait aux médias une fois par départ, à peu près. Là, il parlait presque jamais aux médias. Là, il s'intègre un petit peu plus avec ses coéquipiers. Puis tu vois justement le leadership qu'il est capable de prendre à sa deuxième saison chez les Dodgers. Moi, j'ai été impressionné de voir ça. De pouvoir calmer deux équipes au complet avec juste une main comme ça puis de dire non, ça suffit, je m'en vais au premier puis on continue à jouer. Ça m'a franchement impressionné. Ben, c'est là que tu vois l'ascendance de cet être humain-là sur son organisation, mais surtout le baseball majeur en général. Tu sais, là, c'est arrivé contre les Padres parce que la tension est forte entre les deux équipes. Ça serait arrivé contre n'importe quelle autre équipe du baseball majeur. Il aurait réagi de la même façon. Mais imaginez, là, Tatis, c'est lui qui a payé le prix, mais imaginez qu'Ohtani est blessé dans un genre de situation comme ça. Là, c'est le baseball majeur au complet qui est perdant. C'est ta superstar que tu viens de fragiliser parce qu'il y a deux organisations qui s'entendent plus ou moins bien. Il y a deux gérants qui ne sont pas capables de se blairer. Puis tu as Machado d'un côté qui en met encore plus, qui met encore plus d'huile sur le feu. Mais tu as Ohtani qui est capable de complètement prendre le contrôle de tout ça. Bien, ça a été un point intéressant du week-end de dire ce gars-là, c'est pas juste un super humain. Là. Non. Il est exceptionnel. Là. Oui, absolument. Absolument. Puis comme Olivier nous le dit, Aaron Judge aurait fort probablement fait la même chose qu'Ohtani. C'est vrai, je suis d'accord. Il y en a quelques-uns comme ça sur qui tu peux compter, mais... Ils sont pas nombreux. Non, c'est ça. C'est pas Alex Verdugo qui aurait fait ça maintenant. Pensez-vous que Jazz Chisholm Jr. aurait fait ça? Ah, je suis persuadé. Il est plus mature. Là. On l'a vu hier soir, encore beaucoup de maturité. Ouais. Ouais. Puis surtout s'il jouait pour les Padres, parce que l'autre bord, il y a Miguel Rojas, là, son meilleur ami. Oui. Son grand chum. Ben écoute, ça s'appelle pour souper à tous les samedis. Ça. Oui, c'est juste qu'ils ne répondent pas, mais ils s'appellent. Non, ben c'est ça. Et Pascal, il y a Jean-Michel qui te dit ici qu'avant même les séries éliminatoires, il y a la série en août qui va avoir lieu au stade des Padres. C'est dans quelques mois, c'est dans 2 mois, mais malgré tout, je pense qu'on va suivre ça avec intérêt. C'est probablement une fin de semaine. J'imagine qu'on a mis cette série-là une fin de semaine, du moins. Peut-être que ce sera même le Sunday night, donc ce sera intéressant. Ça risque d'être intéressant. Assurément. Sébastien, dernier petit sujet avant la période de questions. Jérémy Peña, c'est un très bon joueur pour les Astros. Prend ses aises offensivement en tant que frappeur de contact cette année.
José Altuve a dit « Je veux pas qu'on le perde, je veux qu'on le signe, je veux qu'on le garde ». Ça négociait avec son agent. On était sur le point de s'entendre pour une prolongation de contrat d'au moins 100 millions de dollars. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces négociations-là, mais Jérémy Peña, il a fait un 180, il a fait « Nope, moi finalement, au lieu de négocier, j'engage Scott Boras. » Et là, voilà le Boras qui débarque dans le dossier à 2 ans et quelques de l'autonomie, un peu comme c'est arrivé avec Pete Alonso à 2 ans et quelques de l'autonomie, un peu comme c'est arrivé avec un paquet de joueurs. Et là, bonne chance pour négocier une prolongation de contrat, Sébastien. On s'en revoit dans 2 ans. On s'en va dans des gens. On s'en revoit ailleurs que Houston. Oui, peut-être, oui, c'est ça. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. On dirait que tout s'en allait dans une direction, puis du jour au lendemain, il n'est pas allé chercher n'importe qui. Là. Fait que, est-ce qu'il y a eu un manque de respect qui a fait lui servir, puis il se dit, là, soit que vous allez cracher l'argent pour que je reste, ou ben non, je suis parti, je ne le sais pas, mais ça fait un autre gros client dans le portefeuille de Scott Boras. C'est quasiment rendu un monopole. Là, donc, il fait quoi de son argent, lui? Bonne question. Ça doit sortir par les fenêtres. Le pourcentage qu'il ramasse de chaque contrat, de chacun de ses gros clients, y en as-tu vraiment besoin? Qu'est-ce qui arrive? Oui, c'est ça. Moi, Pascal, il y a un point que Sébastien a dit, puis je veux qu'on en parle un peu, Pascal, c'est quand tu engages Scott Boras, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais, si, mettons, Jérémy Peña a 16-17 ans, puis il débarque de la République dominicaine, ou je ne sais pas exactement de quel pays il est natif, mais puis là, tu cherches à avoir un agent, puis Scott Boras t'approche, tu vas le chercher, tu connais plus ou moins comment ça fonctionne, c'est une chose. Là, quand tu es dans le baseball majeur depuis plusieurs années, tu sais exactement qui sont les agents et tu sais ce que représente Scott Boras. Donc, si tu engages n'importe qui d'autre, ce n'est pas le même message que si tu engages Boras, parce que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire cet agent-là, à moins d'exceptions, préfère établir la valeur de ses clients sur le marché de l'autonomie. Donc, si tu engages Scott Boras, ben, c'est que tu te mets toi-même des bâtons dans les roues pour une prolongation de contrat. C'est son choix de le faire, mais c'est quand même un message qu'il envoie. Bien, clairement, il est dans une classe à part. Il est très polarisant, hein, on le sait. Ouais. Vous êtes jeune, mais vous avez peut-être entendu le nom de Allen Eagleson au hockey, qui à une époque, dans les années 70-80, Maître Eagleson est arrivé avec une mentalité de dire « Moi, je vais décrocher de la lune pour mes clients ». Puis à l'époque, au hockey, on gagnait des peanuts. Fait Eagleson a fait monter les enjeux, les enchères, puis il a rendu les athlètes un petit peu, je ne dirais pas beaucoup plus riches, mais un petit peu plus riches. Donc, il a bâti sa réputation sur dire « Moi, je suis dur en affaires. Je vais aller chercher scène par scène tout ce qui est possible pour mes clients. » Boras, on n'est pas là. Boras, on est rendu dans une stratosphère près de chez vous, là, mais écoute, c'est débile. Là. Puis oui, c'est un message très clair que quand tu embauches Boras, c'est que tu veux partir en guerre contre ton équipe. C'est que c'est déjà là, c'est pas un bon signal. C'est pas un signal de paix que tu envoies à ton équipe en disant « Ah, je suis bien ici, j'aimerais ça poursuivre. » Tu sais, avec des petits émoticônes, des petits cœurs, puis ainsi de suite. Non, tu arrives avec le char d'assaut, puis tu te dis « Si ça ne marche pas avec vous autres, une fois qu'on vous aura saigné, on va aller saigner quelqu'un d'autre en quelque part. » Tu sais, Peña, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. T'sais, on n'entendait comme pas parler de lui nécessairement beaucoup. Mais plus on se rapproche de l'autonomie, puis plus ces joueurs-là sont conseillés de dire « Écoute, si tu veux profiter de ta fenêtre d'opportunité, c'est pas avec Joe Blow que tu vas le faire. C'est avec Scott Boras parce que lui, il va te permettre de t'acheter au moins un condo au paradis. Là, si c'est pas lui. Il va pouvoir en acheter plusieurs pour les sous-louer à plein de gens. Ouais, il y a une île déserte à lui. Là. Oui, c'est ça. Sur l'île Boras. Les Astros ne sont pas une équipe qui ont nécessairement cette habitude-là d'ouvrir le coffre-fort puis de permettre à quelqu'un de rentrer et de ressortir. Là. Non, c'est le nombre d'années surtout qui est le problème avec Jim Crane, qui ne donne jamais de contrat de plus de 5 ans, peu importe l'âge de son joueur ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas si à un moment donné, on va amender cette politique-là, mais si on ne l'a pas fait pour Kyle Tucker, j'ai de la difficulté à voir pour qui on va le faire. Donc, je pense que c'est là pour rester jusqu'à moyen terme. Puis, ben, tu as Dana Brown qui est DG, mais c'est peut-être le DG le plus pantin du baseball majeur. Là, fait que ça donne ce que ça donne. Sébastien, on va aller tout de suite à la période de questions maintenant.
Je te lance, Sébastien, la première question qui vient d'Olivier ici. Croyez-vous aux chances des Yankees de rebondir après le passage difficile qu'on connaît présentement dans le Bronx? Il y a 1 heure, tu nous disais que tu allais mieux que les Yankees. Fait qu'on te la lance sur les Yankees. Penses-tu qu'ils sont capables de rebondir? Oui, je pense que oui. C'est sûr que ça va passer par les performances d'Aaron Judge. Aaron Judge qui est passé du meilleur joueur peut-être des 20 dernières années à un excellent joueur. Puis ça a fait que tout d'un coup, tous les autres joueurs des Yankees ont descendu d'une coche. Puis là, on ne frappe pas avec des coureurs en position de marquer. On cherche la longue balle. Ça a toujours été le cas, mais là, ça ne fonctionne pas. Donc, on doit trouver d'autres façons de faire marquer des points. C'est un passage à vide. Je pense qu'on va se replacer. Par contre, ça ne change pas que ça prend un autre bâton au 3e coussin dans cet alignement-là. Peu importe ce qu'Aaron Judge peut faire, il y a un trou dans ce rôle offensif-là. Il faut replacer Chisholm Jr. au 2e coussin et aller chercher un joueur de 3e but. Parce qu'on ne pourra pas réussir à maintenir le rythme qu'on avait en début de saison avec ce trou-là dans l'alignement quand on va être rendu au mois d'août, au mois de septembre et en séries éliminatoires. Pascal, un joueur comme Eugenio Suarez là, qui frappe des circuits, que ça va super bien pour lui en Arizona, si jamais le club décide de vendre, vois-tu un gars comme Suarez aller finir la saison au 3e but dans le Bronx? Ben moi, je pense que ce serait une bonne solution parce que des joueurs de 3e but disponibles, il n'y en a pas tant que ça. Puis moi, je pense que les Diamondbacks, avec la blessure à Corbin Burns, ça leur a fait mal, excessivement mal. Là. Fait que on risque de fermer les livres quand même assez tôt, surtout dans leur division. Fait que oui, ça va rendre des gens comme des joueurs comme Suarez disponibles. De voir Suarez dans le Bronx, moi, je suis convaincu qu'il performerait là, vraiment à un niveau supérieur parce qu'il y aurait vraiment les réflecteurs sur lui, ce qui est peut-être moins le cas en Arizona. Fait que oui, ça serait une belle solution là, pour terminer la saison à New York. Là. Une autre chose, là, il va falloir qu'Aaron Boone se lève aussi. Là. Des coureurs qui se font prendre sur les sentiers à plusieurs reprises, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Ça n'a aucun sens. Les joueurs, c'est des chevreuils sur l'autoroute quand ils arrivent sur les sentiers. Ça part du gérant. Hier, Carlos Rodon, 88 lancés, n'a pas accordé de points. On le retire du match. Ce qui devait arriver arriva. Jonathan Loaisiga qui a saboté le travail de Rodon. 88 lancés, là. Fait que soit qu'il y a un petit génie qui a décidé ça, ou c'est Aaron Boone qui a pris cette décision-là. J'ai vu que je pense que la chaleur pouvait avoir un lien, par exemple. Normalement, j'aime pas quand un joueur est sorti plus tôt, mais je me demande jusqu'à quel point la chaleur affecte certains gars. Paul Skeens, c'est peut-être la chaleur aussi. Je comprends, mais il était en plein contrôle, tandis que Paul Skeens, on voyait des signes de faiblesse. Carlos Rodon, il n'y en avait pas de signes, à moins que ce soit un problème physique. Ça, on ne l'a pas mentionné. Mais oui, on voulait le ménager, mais il était en plein contrôle. Donc, le gérant va devoir se lever à un moment ou à un autre si on veut que les Yankees reprennent leur rythme du début de saison. Mais Sébastien, c'est beau, il me semble que ça fait quelques années qu'on dit ça, mais il n'est jamais en aussi mauvaise posture pour être sur le point de perdre sa job. Si les Yankees avaient une traversée du désert qui serait en avant-dernière position de leur division, peut-être que là, il y aurait une opportunité de dire à Boone, ben là, c'est trop. Mais les Yankees sont premiers. Oui, c'est fragile, là, on va s'entendre comme avance, mais il n'est jamais en danger extrême de perdre sa job, on dirait. Il est toujours entre deux eaux. Là. Bien, surtout avec la participation à la Série mondiale l'an dernier. La corde va être très longue. Ben oui, ça allait étirer la corde, c'est sûr. C'est sûr, mais ça n'empêche pas qu'avec le club qu'il y a entre les mains, ils doivent en donner plus que ce qu'ils ont donné dans les dernières semaines parce que ça ne va pas très bien. Là, on a remporté 3 de nos 10 derniers matchs. Lors des 20 derniers, je ne me rappelle pas exactement le nombre, mais c'est catastrophique aussi. Donc, avec une attaque comme ça, avec les lanceurs qu'on a malgré les blessures, on doit performer. Si je te place magiquement dans la chaise du directeur général, c'est quoi tes priorités pour la date limite? Puis peut-être tu veux nous nommer des noms en tant que tel, mais les cibles en tant que tel, en termes de position, tu as parlé du 3e coussin, évidemment, là, ça en fait partie. Ouais. 3e coussin, pour moi, c'est une priorité. Il va falloir ajouter de la profondeur dans l'enclos. Pas nécessairement un bras magique, là, une vedette en relève, mais il va falloir ajouter un petit peu de profondeur parce que cet enclos de relève-là est surutilisé, entre autres en raison du fait qu'on a des blessures dans la rotation partante.
Et j'ajouterais aussi un bras dans la rotation. Puis encore là, je ne parle pas nécessairement de vedette, mais ça va prendre un bras. Louis Hill va revenir probablement au mois de juillet. Par contre, on ne sait pas dans quel état, on ne sait pas combien de manches il va pouvoir lancer. Donc, ça va prendre un petit peu de profondeur pour donner un repos à des gars comme Max Fried qui fait un travail extraordinaire, mais qu'à tous les 5 jours, la victoire repose sur lui parce que le reste de la rotation, à certains moments, fait défaut. Ouais. J'ai hâte de voir, Louis Hill, ce que ça va donner, l'acquisition de la date limite. Oui, si on n'arrive pas à aller chercher personne, ça va être l'excuse. Ben, Louis Hill, il agit comme une acquisition à la date limite des transactions. Ça va être ça. Tu m'as demandé de me mettre dans la peau de Brian Cashman. C'est pas compliqué. Tu répètes la même phrase à chaque mois, vers la fin du mois de juin. Là, comme là en préparation de la fin du mois de juillet, pour être sûr que si tu vas chercher personne, ben, on vous l'avait dit, on l'a, notre acquisition est gratuite, on l'a dans notre organisation, on sait ce qu'il peut nous donner. Voilà. C'est ça, c'est la même rengaine à chaque année. Hey, messieurs, puis on dit ça, on parle des Yankees, on parle des Jays. Les Rays, là, ils ont les mêmes besoins que tout le monde. Ils n'ont pas de joueurs vedettes. Ils jouent dans un petit stade, ils sont tout croche. Puis ils risquent de faire les séries. Hein. Oui. Oui. On ne sait jamais comment, mais ils sont là. C'est même plus là. Il reste à peu près plus un gars qui était là il y a 4 ans et demi. Je sais pas. C'est très difficile à expliquer, mais c'est comme gérant, il y en a un petit génie, eux autres, puis il est difficile à battre. Oui, mais lui, c'est peut-être un vrai génie. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas un petit, c'est un grand génie. C'est un grand génie. C'est ça. Exactement. Pascal, on a un commentaire ici. Cal Riley est-il le nouveau Johnny Bench ou c'est juste une incroyable saison offensive? Cal Riley, c'est le MVP si Seattle est en mesure de faire les séries. Tu as écrit justement sur le passionmlb.com en fin de semaine un texte sur son 30e circuit. Si je ne me trompe pas, il est rendu à 31. Au moment où on va finir l'enregistrement, il sera peut-être à 35. Mais c'est plus grand que Johnny Bench. Là. Puis, tu sais, c'est pas un feu de paille parce que c'est sa 3e saison consécutive de 30 circuits. L'année passée, il a produit 100 points. Tu sais, des receveurs là, qui frappent 30 circuits durant 3 saisons consécutives qui produisent 100 points. C'est un frappeur ambidextre. Lui, il faut qu'il s'accroupisse derrière le marbre par grande chaleur. Il a mal aux genoux, il a mal aux coudes, il a mal partout, mais il frappe 30 circuits, puis il produit des points, il est le superstar de son équipe. Puis oui, il y a une saison MVP à venir jusqu'à date. Puis si les Mariners font les séries, ben devinez quoi, c'est pas mal beaucoup à cause de lui probablement. Et de la rotation des partants malgré certaines blessures. Mais si les partants sont aussi bons depuis quelques années à Seattle, il y en est peut-être la cause aussi. Hein. Peut-être qu'il dirige bien les lanceurs. Ben, pas peut-être, il les dirige bien. Puis c'est un leader à sa façon. Puis Johnny Bench a marqué son époque. Cal Raleigh est en train de marquer la sienne. Oui, absolument. Puis Pascal, je pense que tu connais mon opinion sur les receveurs de franchise, à quel point ça peut changer une organisation. Cal Riley est définitivement en train de le démontrer. Il a signé un contrat à long terme à un prix abordable quand même pour ce qu'il est en mesure d'offrir. Là, c'est quoi? C'est un 6 ans, 105 ou 110 millions de dollars, quelque chose comme ça. Donc, à peu près une vingtaine par année, un petit peu moins. Pour un receveur de sa trempe, c'est vraiment extraordinaire. Et le voilà à Seattle dans un marché plus modeste que celui de New York où il aurait pu aller là, attendre puis se rendre à l'autonomie puis décider justement d'aller jouer pour les Yankees puis les Dodgers puis tout le monde. Mais non, il a choisi de rester à Seattle et c'est tout à son honneur. Puis pendant ce temps-là, un joueur comme Julio Rodriguez joue dans l'ombre de Riley, c'est tout dire, parce que Julio Rodriguez, il était promis une carrière extraordinaire. Oui, il fait le travail, mais actuellement, il est 2e là, à Seattle. Oui, absolument. Sébastien, ça m'inspire une question. Justement, on voit beaucoup, là, on commence de plus en plus avec la mi-saison qui approche, mais on est à la mi-saison, de parler du titre de MVP. Cal Riley contre Aaron Judge, ça va être une course pour le titre de MVP. J'ai vu plusieurs pages fanatiques des Yankees justement comparer les statistiques offensives puis dire c'est quoi le débat, les stats d'Aaron Judge sont meilleurs, c'est lui qui mérite d'être le MVP. Ce point de vue-là est vrai, mais c'est aussi malhonnête que de dire Shohei Ohtani en 2018 avait des stats offensives moins bonnes que les recrues que les Yankees avaient, donc il ne mérite pas d'être recrue de l'année, je comprends, mais tu ne mettais pas ses stats de lanceur. Là, c'est de prendre, évidemment, c'est de prendre aussi la position puis de dire
Kyle Riley fait ça en tant que receveur. Aaron Judge le fait en tant que voltigeur de droite. Puis je ne suis pas en train de dire que si Aaron Judge gagne le MVP, que ce sera le plus gros scandale de l'histoire du baseball. Probablement qu'il le mériterait parce que ses chiffres offensifs sont meilleurs. Mais de dire que Kyle Riley ne mérite pas le MVP, ne mérite pas d'être dans la conversation, je trouve que c'est très malhonnête. Ah, exactement. Il faut qu'il soit dans la conversation pour ce qu'il fait du côté défensif de la balle. Oui, on va comparer les statistiques offensives, puis pour le moment, il n'y a pas de débat, mais là, Aaron Judge, ça va un petit peu moins bien. Kyle Riley n'a pas eu beaucoup de passages à vide là, depuis le début de la saison. Non. On va voir si Judge se replace, redevient l'Aaron Judge du début de l'année, parce que c'était tout simplement extraordinaire. Ce qu'il faisait, c'était la longue balle, la moyenne. Il faisait tout, là. Mais est-ce qu'il va le faire jusqu'à la fin de l'année? Tandis que Riley, en plus de ses qualités défensives comme receveur, continue à produire offensivement. Donc, on va s'en reparler dans quelques mois. Pour l'instant, je demeure avec Aaron Judge, mais il n'y aura pas de vol entre ces deux-là. Non, on s'entend. Parlant d'Aaron Judge, on a une question à ce sujet-là. Sébastien, je te la lance. Si Aaron Judge connaît des performances difficiles au bâton dans les séries encore cette année, quel serait son héritage pour son année formidable au bâton cette saison? C'est sûr que s'il connaît encore une saison difficile en série, là, il va avoir la réputation du gars que c'est plus dur en série. Puis évidemment, bon, 2024, on se rappelle ce qui s'est passé. Par le passé, c'est pas toujours simple non plus. Sa saison historique en 2022, juste avant l'autonomie, ça allait tellement mal en série qu'il s'est fait tuer là, à quelques semaines de devenir joueur autonome. Ça va y prendre une série mondiale à Aaron Judge. Parce que sans série mondiale, il va toujours avoir cet astérique-là. Et s'il finit par gagner la série mondiale, bon, on va l'oublier. Exactement. Ça prend une série mondiale ou ça prend des performances extraordinaires, puis le reste du club n'est pas capable de performer jusqu'à remporter la série mondiale. Mais jusqu'à maintenant, il ne l'a pas démontré. Puis souvent, la comparaison qu'on va faire, c'est avec le capitaine précédent, Derek Jeter. Puis Derek Jeter, c'était tout l'inverse. Il pouvait connaître une saison normal, ordinaire, là, si on peut l'appeler comme ça, mais il arrivait au mois d'octobre, puis c'était un joueur complètement transformé. Aaron Judge ne nous l'a pas démontré jusqu'à maintenant, puis c'est le capitaine, c'est lui qui doit traîner cette équipe-là. L'an dernier, ça a été Giancarlo Stanton, Juan Soto. Il faut qu'Aaron Judge le fasse à un moment ou à un autre, puis plutôt que tard, parce que il faut se rappeler que c'est pas une jeunesse non plus. Il est arrivé un petit peu plus tard dans le baseball majeur. C'est établi rapidement, mais quand même, il en reste moins qu'il lui en restait. Ça va être difficile de maintenir ce rythme-là en vieillissant. Donc, il doit le faire bientôt avec les éléments qu'il a en place autour de lui parce qu'il est quand même bien entouré. Là. C'est sûr que tout tourne autour de Judge, mais il n'est pas mal entouré non plus dans cet alignement-là. Toi, Pascal, à ce sujet-là, t'en penses quoi si ça continue comme ça, de l'héritage d'Aaron Judge, qui est un des frappeurs les plus redoutables? Écoute, j'exagère peut-être, mais j'ai envie de dire, c'est-tu le frappeur le plus redoutable depuis Albert Pujols qu'il y a eu dans le baseball majeur? Mais Pujols, il y en a eu des séries mondiales. Il y en a eu des séries mondiales. Il a été possiblement dans des équipes qui avaient une fenêtre d'opportunité qui adonnait avec la sienne. Si je compare à Alex Ovechkin au hockey, Ovechkin était considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale avant de gagner sa Coupe Stanley. Puis après avoir gagné sa Coupe Stanley, ben là, il est passé dans une autre catégorie. Les mauvaises langues disent que si Carey Price n'a pas été nommé à sa première année d'admissibilité au Temple, c'est parce qu'il n'a pas gagné de Coupe Stanley. Ben, est-ce que le risque pour Aaron Judge, c'est sûr qu'il va rentrer au Temple de renommée. On ne se pose même pas la question. Mais il doit gagner une série mondiale avant de prendre sa retraite. Puis, tu sais, Sébastien, moi, j'ajouterais son physique imposant du fait qu'il n'y aura pas une carrière de 1000 ans dans le baseball majeur. Là. Ce gars-là a un physique de joueur, un mélange de joueur de basketball puis de joueur de football. Et pourtant, il joue au baseball. Puis, il performe encore à un si important niveau. C'est un joueur d'exception. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'il va laisser comme legs à la concession des Yankees? Jeter a laissé son leg à lui. Judge va laisser son leg à lui. Les deux ont été capitaines. Les deux ont apporté quelque chose de très grand à cette concession-là. Puis moi, ben, même s'il ne gagne pas de série mondiale, il va avoir pour moi l'aura d'un des plus grands joueurs du baseball majeur. Puis Charles, tu le dis, depuis des décennies, il représente possiblement le meilleur frappeur depuis Albert Pujols. Oui.
Non, c'est un joueur spécial. Ça va lui prendre cette série mondiale-là. Ça va pas lui prendre en fin de carrière parce qu'il a signé un contrat d'1 an avec les Dodgers. Non, ça va le prendre dans le Bronx. Là. Oh, oui. De toute façon, je pense pas qu'il va aller jouer ailleurs de toute façon. Là. Je disais ça un petit peu pour le fun, mais ouais, ça va le prendre dans le Bronx, là, cette bague. Il va engager Scott Boras. Non, il est très satisfait de son contrat, il l'a dit. Là. En fait, il s'était fait poser la question justement, tu as vu la montée des contrats, tu regrettes-tu le tien? Il dit, ouais, non, je pense pas que je regrette. Là, regarde ce que j'ai signé, là, je suis pas à plaindre. C'est ça, c'est ça. Pascal, on a une question ici de Matt. José Bautista est au temple de la renommée canadienne. Est-ce possible qu'Edwin Encarnacion puisse y entrer également? Ben, pourquoi pas? Moi, je pense que s'il y a un joueur des Blue Jays qui risque d'y entrer après Bautista, c'est Encarnacion. Oui. Et Bautista et Encarnacion ont incarné quand même une certaine forme de succès à Toronto avec Russell Martin et compagnie. Ils ont été là dans les bonnes années des Jays où on compétitionnait année après année. C'est un joueur qui a quand même eu des bonnes statistiques du temps où il était avec les Jays. Fait que oui, je pense que les gens qui se penchent sur les choix des gens qui entrent au temple de la renommée du baseball canadien doivent sûrement avoir Encarnacion sur leur liste au moment où on se parle. Oui, je suis persuadé moi aussi que c'est un nom qui est populaire. Là. Est-ce que le perroquet va rentrer aussi au temple de la renommée canadienne? C'est parce qu'ils vont rentrer, oui, c'est ça, ils vont rentrer ensemble. Il ne rentrera pas seul, c'est sûr. Non, c'est ça. Il ne rentrera pas main dans la main, il va rentrer coude dans le coude. Sébastien, une petite question ici. Est-ce possible que si Paul Skeens veut partir des Pirates, peut réduire sa performance sur le monticule et faire des demandes d'échange? Non, je pense qu'il n'y a pas un joueur au baseball qui va vouloir réduire ses performances pour. S'il veut une transaction, il faut qu'il se rende intéressant. Là. Anthony Randon, il serait capable de le faire. C'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait, mais pas Paul Skeens. Ce gars-là veut gagner. Ce gars-là a le feu dans les yeux, il veut gagner, de préférence avec les Pirates. Je suis sûr que si on lui donne tous les éléments pour gagner avec les Pirates, il va rester. Là. Ça n'arrivera pas, mais lui, il veut gagner. C'est comme dire à talent égal, on va repêcher un Québécois. Ça existe pas, talent égal. Mais Pascal, on a Matt ici qui nous demande, on parlait tantôt de Misurowski, le lanceur des Brewers. Comment se fait-il qu'un lanceur comme lui puisse se faire sélectionner en deuxième ronde? Juste ses récentes performances sont assez impressionnantes. Il y en a comme ça le repêchage est une science inexacte, puis il y en a des joueurs qui passent à travers les mailles du filet, puis que justement ils se retrouvent un petit peu plus bas qu'ils devraient. Pour moi, ça c'est une explication. Puis deux, tu me diras ce que tu en penses, mais regarde les lanceurs que les Brewers ont développés au cours des années. Clairement, une équipe comme les Brewers, une équipe comme les Guardians ont une meilleure recette qu'une équipe comme les Red Sox ou une équipe comme les Angels, des clubs qui ne développent pas beaucoup de lanceurs. Donc, il y a le développement aussi qui rentre en ligne de compte. Ben, clairement. Puis, les Orioles ont été cités en exemple d'avoir bien repêché et bien développé. Là, on peut se poser des questions, mais ça dépend de bien des facteurs. Dans quelle équipe tu joues dans le niveau collégial, universitaire, à NCAA? Est-ce que c'est une équipe qui va te permettre d'avoir beaucoup de visibilité au bon moment? C'est quoi les besoins des équipes qui repêchaient avant les Brewers? Oui, c'est un diamant souvent que tu ne veux pas laisser passer, mais si tu n'as clairement pas besoin de lanceurs parce que ta banque d'espoir et déborde, ben, tu vas dire, je vais me permettre peut-être de prendre un autre type de joueur, je vais laisser passer. Mais les Brewers, clairement, voyaient quelque chose en lui que d'autres équipes n'ont pas vu. Puis oui, le fait de bien développer dans le 2A, le 3A, et ainsi de suite, ben, ça fait toute la différence au monde. Puis il y a des équipes qui vont repêcher le même talent, puis qui vont mal le développer, puis ça va faire un flop au final. Assurément. Puis Sébastien, je parle théoriquement là, pour ce que je vais te dire. Je ne te parle pas du cas précisément de Miroski parce que je ne sais pas pour combien il a signé au repêchage, mais le baseball a un repêchage qui est différent de celui des autres sports parce que tu as un bassin d'argent que tu peux donner en bonus à la signature à chaque joueur. Et il est déterminé en fonction de ton rang de sélection. Donc, si tu as le premier choix, qui est évalué à peu près 9 millions et demi, 10 millions de dollars à peu près en bonus à la signature dans ces temps-ci, versus si tu repêches en 30e,
puis que tu repêches après ça, bien évidemment, 31e puis 60e, ça change la donne, ça change le bassin d'argent. Et il y a certains joueurs qui glissent comme ça parce qu'ils veulent un plus gros montant d'argent. Il y a des équipes qui ne sont pas prêtes à le faire parce que tu veux miser beaucoup plus sur la quantité, donc tu ne veux pas te compromettre en donnant un boni de fin de première ronde à un espoir repêché milieu de deuxième ronde ou quoi que ce soit. Et il y a des équipes qui se disent, je ne signerai pas mon choix de troisième et de quatrième ronde, mais je vais prendre un gars qui est un petit peu plus un diamant en deuxième ronde. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui rentre en ligne de compte. Comme je te dis, je parle théoriquement ici parce que je ne sais pas quel genre de boni il a signé. Je n'ai pas l'information devant moi, mais c'est un élément qui est à considérer aussi dans le baseball majeur. Ça avait été, entre autres, une raison en 2020. Rappelle-toi, Aston Martin, il y en a qui le voyaient sortir premier, mais c'était maximum deuxième. Et finalement, il avait glissé jusqu'au 5e rang avec les Blue Jays. Pourquoi? Parce que quand il a passé le 2e rang, son agent, c'était Scott Boras. Puis Scott Boras, il a dit, lui, il est pressenti pour aller 2e ou premier. Il va signer un boni de premier. Et les équipes qui repêchaient 3-4 ont dit, non, ça ne nous intéresse pas de donner, mettons, 1 million de plus puis couper des espoirs plus bas. Puis les Blue Jays, ils ont dit, on va le faire, nous autres. Fait que ça change complètement la donne. Le repêchage au baseball est un match de négociation constant entre les agents et les équipes. Oui, tu l'as bien résumé. C'est pour ça qu'on t'a parlé d'Aston Martin. Marcelo Meyer, même chose. Kyle Teel. Tu sais, deux joueurs avec les Red Sox. Les Red Sox ont le don d'aller chercher ces gars-là qui peuvent glisser. Ils vont payer. Donc, ça change un petit peu le visage du repêchage. Il faut aussi mentionner qu'il y a des joueurs qu'on repêche au high school. Donc, tu sais, des fois, là, des jeunes joueurs, il peut se passer tellement de choses avant qu'ils se rendent jusqu'au niveau des majeurs, peuvent être repêchés une deuxième fois. Donc, ça aussi, ça change la donne. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que ce n'est pas nécessairement un repêchage comme la Ligue nationale de hockey, par exemple, où, oui, il va y avoir des changements, mais les rangs de sélection sont quand même assez représentatifs de ce qui va se passer au repêchage. Au baseball, ça change beaucoup. Ouais. Ce n'est pas nécessairement axé sur le talent pur du joueur. Il y a d'autres choses qui font qu'une telle organisation va faire un choix ou un autre. On a une question, Sébastien, ici, qui concerne Marcus Stroman. Il est en rééducation. Hier, il a lancé justement dans le 2A un départ pas très prometteur. C'est quoi? C'est 10 coups sûrs, je pense qu'il a accordé en moins de 4 manches. Passé. Quelque chose comme ça. Est-ce que les Yankees vont le garder ou l'échanger et quelles équipes pourraient acquérir le lanceur? Il faut comprendre évidemment que Marcus Stroman, là, il ne lancera pas 140 manches cette année, donc il n'y aura pas d'option l'an prochain. Donc, il va, là, c'est sûr, il va devenir agent libre à la fin de l'année. Peut-être que ça peut faciliter un petit peu le dossier versus l'hiver passé, tu te dis, écoute, peut-être qu'il y a une option, on est peut-être pogné avec pour 2 ans, c'est moins tentant. Là, le temps passe, tu te dis comme joueur de location, c'est autre chose. Il devient un peu plus échangeable, mais écoute, ses performances font en sorte qu'il ne devient pas un peu plus échangeable, finalement. Non, c'est ça. Il va falloir s'il veut jouer comme partant, comme il le souhaite tellement, là, il va falloir qu'il performe. Là, il y a peut-être une petite fenêtre qui s'ouvre parce que Ryan Yarbrough s'est retrouvé sur la liste des blessés. Donc, on va avoir un trou dans la rotation partante. Là, il y avait la chance de performer dans les mineurs, ne l'a pas fait. Donc, moi, je ne le vois pas terminer avec les Yankees, mais je pense qu'il va passer une partie de la saison, peut-être en débutant dans la rotation, en terminant dans l'enclos de relève, mais je ne peux pas croire que Marcus Stroman va être dans l'alignement des Yankees le 27 septembre. Il pourrait peut-être jouer au 3. Oui. Ou au premier but à Boston. Au premier but à Boston. Toutes les possibilités sont là. Ça en est un qui a un gros ego, ça, hein, puis qui ne veut pas se faire dicter sa position ou... non, mais il voulait surtout pas se le faire dicter quand son option de 140 manches était en jeu. Là, depuis qu'il a compris qu'il est un peu en jeu, il est plus docile un peu. Il faut dire qu'il a perdu son pouvoir de négociation en étant blessé, puis pas bon, puis tout ce que tu voudras. Là. Mais c'est un caractère quand même à gérer. Là, vraiment. Ouais. Pascal, question de Richard ici. L'expérience Verdugo a assez duré avec les Braves, je suis d'accord. À quand le retour de Jurickson Profar? Ben, c'est bientôt, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Je pense que c'est le 2 juillet, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si quelqu'un a la date proche, mais fait que c'est sûr que ça va aider à changer la donne. La question que je veux te poser par-dessus ça, moi, Pascal, c'est jusqu'à quel point tu penses que ça va changer la donne? Parce que les Braves sont quand même relativement loin des séries. Chris Sale ne reviendra pas avant le mois d'août avec sa blessure. C'est pas une situation qui est
down. Puis, tu sais, tu peux pas juste compter sur Profar qui, en plus, ne sera pas dopé pour t'aider. Ben, effectivement, tu sais, les planètes sont mal alignées actuellement. Puis, on avait beaucoup d'espoir sur les Braves en début de saison, comme on en a eu au cours de toutes les dernières saisons où les Braves performaient à un haut niveau. Cette année, je pense que tout va mal au mauvais moment ou au bon moment, ça dépend. Mais heureusement, Acuna Jr., il fait le travail. Imaginez si ce gars-là ne produit pas, comment les Braves peuvent être mauvais. On perd Sale qui avait encore une saison Cy Young. Le fait que Profar revienne, le fait qu'on se débarrasse de Verdugo, peu importe, moi, je pense que ça ne changera pas nécessairement les choses. Parce que même si les Mets vont mal, les Mets sont en haut des Braves, puis les Phillies roulent à plein régime. Fait que, la saison des Braves, moi, je pense qu'on est mieux commencer à regarder la prochaine là, plutôt que de vivre celle-ci. Ouais, c'est un peu l'impression que j'ai aussi à ce niveau-là. Matt qui nous demande ici, est-ce que toutes les équipes ont le même budget au draft de ce que j'expliquais? Non, en fait, c'est que le budget est basé sur chaque choix, là, du premier au dernier, là, il y en a quasiment 1000, a une valeur monétaire. Donc, avec les choix que tu as, on additionne. Si tu as le premier choix, le 31e choix, le 61e choix, tu additionnes la valeur de ces choix-là et ça te donne ton budget pour le repêchage. Donc, c'est vraiment basé sur le rang de sélection de toutes les équipes. Messieurs, ça fait le tour pour ce soir. Merci beaucoup Pascal, d'avoir été là dans un épisode qui finalement aura duré un petit peu plus d'1h30. Donc, merci encore pour ta passion. Ben, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir d'être avec vous deux. Merci évidemment à tous ceux qui nous ont posé des questions en live mercredi 20h sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Et à tous ceux, Sébastien, qui nous écoutent dans un format podcast plus traditionnel. Oui, exactement. Sur ces 3 plateformes-là, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, vous allez retrouver l'épisode. Et bien sûr, sur notre site web, passionmlb.com. On arrive à la mi-saison, donc il y a beaucoup d'actualités. On se rapproche du match des étoiles, du repêchage, de la date limite des transactions. Donc, on va tout suivre ça sur notre site web. Merci Sébastien, à toi aussi d'avoir été là. Et c'est ce qui fait le tour pour cette semaine. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine et d'ici là, on vous souhaite une excellente semaine de baseball.